Comme d'habitude, et cela sans forcément le vouloir, j'ai créé une polémique en participant à une émission. Salut à tous, ici Reg. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai récemment participé à l'émission, on va dire entre guillemets un peu culte pour les cinéphiles, le Vidéo Club de Combini. Bon, vous vous dites, ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, depuis quand les influenceurs ils font le Vidéo Club de Combini? Eh bien, je vais parler de tout ça. Justement en détail parce qu'il y a plein de gens qui étaient énervés. J'ai envie de parler un peu de mon expérience parce que j'ai aussi quelques frustrations par rapport à ce que j'ai vécu là. Et j'ai aussi envie de partager mon avis en réagissant au vidéoclub et en vous donnant les informations nécessaires pour comprendre pourquoi, comment et le fonctionnement de ce genre d'émission. Je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est entre guillemets le rêve quand même de beaucoup de cinéphiles. Donc on va en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, à l'écran épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous le regardez. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey ou Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo & Stitch. Sur Apple TV, vous avez F1 qui est disponible. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Vous pouvez le faire même si vous avez l'abonnement via Canal. Connectez-vous à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Weapons, Superman ou encore Une bataille après l'autre. Et pour chacune des plateformes de streaming citées, vous avez des serveurs dédiés qui facilitent l'accès à la plateforme. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, car ça fonctionne et c'est plus simple. Et oui, il y a des tutos en ligne qui vous disent comment faire. C'est bidon et ça marche même sur des abonnements type Letterboxd Patron pour moins cher. Vous le savez, mais en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Rosanov le Hollander en paix, utilisez un VPN. Et ça marche aussi lorsque vous regardez en tant que cinéphile un film d'une manière assez spéciale. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire, en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai fait cette émission, si ma mémoire est bonne, début décembre, je crois le 10 ou le 11, un truc comme ça. Comment ça se passe? Grosso modo, j'ai reçu un message WhatsApp de quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a dit « Hello, Reg, est-ce que tu as envie de faire le vidéoclub ?» J'ai dit « Bah oui, pourquoi pas, c'est rigolo, j'ai toujours regardé le vidéoclub quand il y avait plein d'acteurs, de réalisateurs. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment très fun en tant que cinéphile, t'entends quelqu'un parler de cinéma, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube et toutes les plateformes, c'est pour entendre parler de cinéma et parler moi-même de cinéma. Donc je suis allé à Paris évidemment dans le fameux vidéoclub, J'aime Vidéoclub, et on a tourné pendant 1h20 à peu près. Vous allez voir, la vidéo dure 40 minutes, je vais vous expliquer pourquoi elle dure aussi peu par rapport au temps de tournage. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées mine de rien, mais d'un point de vue logistique, on m'a juste envoyé un message WhatsApp, on s'est organisé une sorte de rendez-vous et je suis allé. Maintenant, la remarque principale et la grosse critique qui est beaucoup revenue, c'est que c'est bizarre de faire passer donc des influenceurs alors que d'habitude on fait passer des créatifs, que ce soit des musiciens, des acteurs, des réalisateurs et tout. Et je suis assez d'accord en réalité, je suis 100% d'accord. Je sais pas s'il y a déjà eu un influenceur qui a fait cette émission-là, je crois que c'est une première, mais de mon point de vue, il faut aussi le comprendre, on te propose de faire une émission que tu regardes en général, tu dis oui, parce que c'est stylé. Maintenant, du point de vue un peu plus, on va dire, méta de la chose, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que c'est une nouvelle ligne édito de la part de Combini, de faire intervenir des réalisateurs et des acteurs, mais aussi des influenceurs, comme ils le font pour leur vidéo game club, quoi, l'équivalent, mais jeux vidéo, où là il y a pas mal d'influenceurs. Peut-être ça a commencé avec moi, peut-être ils vont plus jamais le refaire, peut-être ils vont le refaire par la suite, on n'en sait rien. Mais je pense qu'à titre personnel, c'est une bonne idée parce que c'est un endroit qui est cool, qui est apte aussi à la discussion et c'est assez organique la manière dont c'est organisé, dans le sens où tu parles de n'importe quel film et c'est cool d'avoir justement des gens que t'aimes bien parler de films. Donc s'ils commencent à faire plus d'influenceurs à l'avenir et faire plus d'émissions vidéoclub, pensez pas que ça remplace un acteur ou un réal, hein. Pensez pas que d'un coup c'est les influenceurs qui vont faire ça, c'est juste que là ils avaient peut-être un trou dans le calendrier, et ils se sont dit voilà, on aime bien le contenu de Reg, on va l'inviter, il va faire le vidéoclub, ça va plus ou moins bien marcher. Je sais pas si la vidéo marche bien par rapport aux autres émissions de Combini pour l'instant. J'ai l'impression que les vidéoclubs ils marchent beaucoup sur le long terme plutôt que genre dans les 24-48 premières heures comme beaucoup de vidéos YouTube, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est peut-être un peu nouveau et je comprends les gens qui sont énervés par rapport à l'idée de pas avoir des créatifs faire ce genre d'émission, mais
Qui sait, peut-être c'est un nouveau commencement, un nouveau début. Est-ce que Combini est la source d'information critique numéro 1 en France cinéphile? Je pense pas non plus, ça reste aussi du divertissement. Ils ont l'occasion d'avoir de la promo avec des acteurs, avec du Nolan qui vient, Nathalie Portman, des choses comme ça. Là d'un coup ils ont un influenceur. Je pense que c'est un choix éditorial, voilà, moi je pense pas que c'est problématique, je pense pas que le vidéoclub est sacré. Oui, ça fait un choc au début, mais si ça recommence à l'avenir, maintenant vous êtes habitué un petit peu. Et ça ne remplace pas les acteurs. Ça ne remplace pas les réals sont encore là. Donc c'est pas du tout un problème de ce point de vue-là. Moi je le vois comme juste quelqu'un ou un magazine de manière générale qui essaie de présenter le plus d'œuvres possible avec de nouvelles têtes, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose aussi d'avoir l'avis d'influenceurs. Et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi il y a des influenceurs que j'aime beaucoup suivre et j'aimerais bien qu'ils fassent ce format-là parce que c'est un format que moi je consomme et l'avoir fait, en vrai c'est trop cool en réalité. Et je pense que tout le monde l'aurait fait à ma place aussi, surtout les gens qui critiquent. Mais voilà, c'est un changement de cap, je pense, d'horizon où il n'y aura pas que des créatifs, mais aussi des influenceurs ou des journalistes ou des choses comme ça. Et je pense que c'est cool en réalité. Et je dis pas ça parce que je l'ai fait. Je pense juste sincèrement que c'est une bonne idée de parler encore plus de cinéma dans ce format-là, entre guillemets, facile à produire, qui se regarde très très bien, que les gens kiffent et qui permet un peu de découvrir les différentes personnalités des gens. Donc juste pour ça, moi je remercie Combini qui met en avant l'art de manière générale, qui met en avant le cinéma. On avait déjà fait une sorte de vidéo format court et format long pour un autre format de Combini il y a quelques mois. Donc là, faire le vidéoclub, c'était un peu un honneur et j'étais hyper content. Donc j'avais vraiment envie de les remercier parce que je trouve que c'est trop cool de le faire, premièrement. Vraiment un petit fantasme de cinéphile. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et c'est bien parce que ça permet de mettre en avant la culture et le cinéma. Peu importe pour moi qui parle de cinéma, du moment que les arguments sont bons, c'est tout ce qui compte. Maintenant, en termes de la vidéo, j'ai quelques petites frustrations. Encore une fois, je suis très content par rapport à la vidéo tout de même. Je suis très content que Combini m'ait invité et qu'on ait pu échanger et faire ce format-là. Mais il y a des frustrations qui sont un peu évidentes de mon côté par rapport à pas mal de choses. Et c'est pas une critique forcément que je fais à Combini, mais c'est juste, voilà, j'ai envie de vous expliquer pourquoi certaines choses y sont et certaines ne sont pas. Vous allez vite comprendre en réagissant justement à cette vidéo ensemble. Pour la réac, je vais mettre en 1,5. On va pas se taper les 40 minutes de vidéo, mais on va regarder ça ensemble et je vais expliquer pas mal de choses. C'est un peu surcoté, soyons un petit peu honnêtes. Enfin, moi j'en ai marre d'entendre alors que je consomme même pas de VF, les mêmes voix partout. Parfois c'est ok de pas comprendre, c'est un peu pénible quoi. On s'ennuie un peu. Si on prend l'exemple de Polanski, moi je pense qu'il faut pas soutenir ses films. Il a fait une filmographie incroyable. Ça commence très très bien, vraiment que les phrases choc et tout pour attirer dès le début, c'est le jeu. C'est l'un des pires de la saga, c'est une catastrophe. Captain America Brave New World, c'était pas bien, complètement oubliable. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est du Tarantino du pauvre malheureusement. C'est marrant qu'ils aient pris ma vidéo des pires films pour vraiment montrer le côté aigri de la chose. C'est le jeu quoi, j'ai un peu, on va dire surtout sur les formats courts, cette personnalité de mec aigri qui déteste tout, et c'est un peu l'angle d'attaque qu'a eu Combini aussi. Nul et sans originalité, c'est ce qu'on fait de pire en termes de thriller, fatalement, c'est Y a-t-il un flic en version pas bien du tout. Même Greg le gorilla là, il a pas la règle. Greg le gorilla. Salut Régé les gorillas, on te connaît pour tes avis très tranchés sur les films, mais nous... Voilà, c'était ça un peu l'approche, c'est vraiment le côté avis tranché de manière générale, et ça se voit qu'ils ont joué sur ça pour attirer. On a voulu te demander, Après, c'est ce que je fais aussi sur les réseaux, je vais pas les critiquer pour ça, hein. c'est quoi tes films préférés? Alors, pour parler un peu de L'outfit Zelensky, pour le coup. Alors juste, j'ai envie de préciser un petit truc par rapport à ça. Donc lorsque on m'a demandé de faire le vidéoclub, on m'a dit « Reg, tiens, viens faire le vidéoclub et choisis 12 films. » On m'a dit « Choisis 12 films. » Donc moi, je me suis dit, je vais choisir à la fois des films un peu de toute époque, de toute période, de plusieurs pays, pour présenter le plus de films possible. Des 12 films que j'ai choisis, je crois qu'on en a présenté que 5 ou 6 au final, en termes de montage. Donc en fait, j'ai fait plein de recos, j'avais envie de recommander plein de choses différentes et tout, des nouveaux films, peut-être un peu plus que 6. On va voir en fonction de la vidéo, mais grosso modo, je voulais vraiment présenter des choses différentes pour le public, parce qu'en fait, mon travail sur les réseaux, c'est pas d'intéresser le cinéphile le plus pointu, c'est de motiver les gens qui s'intéressent un petit peu au cinéma à s'intéresser de plus en plus au cinéma avec des propositions différentes, plus ou moins accessibles. Et là, vous le voyez bien dans cet extrait-là, encore une fois, l'outfit Zelensky n'était pas volontaire, c'est juste que je m'habille comme ça, c'est ma vie. C'est que vous avez ici, dans ce côté-là, des films qui seront jamais cités dans la vidéo, mais on a commencé par ça, on a commencé par les films qui sont là. Il y a donc Eyes Wide Shut, Beau travail de Claire Denis, il y a Ida de Pavel Pawlikowski, et il y a aussi les séries juste en haut. Il faut savoir qu'on avait fait tout un extrait qui n'a pas été du coup gardé au montage sur le Rage Ciné Club. J'expliquais que tous les mois sur TikTok, Instagram et YouTube, et les différentes plateformes de podcast évidemment, je présentais 5 films à voir dans le mois, et là c'était les films du mois que je mets en favori sur Letterboxd. Comme ça les gens ils ont justement mon Letterboxd et disent bah voilà, ça c'est les films à voir de ce mois-ci. Donc là, Eyes Wide Shut, Beau travail, Ida, c'était les films que j'avais conseillés, et j'avais reparlé de ces films
en détail dans cette vidéo, mais ça a été coupé au montage, ce qui est compréhensible parce que la vidéo dure déjà 40 minutes. Mais moi, mon avis, c'est qu'ils auraient pu laisser les 1h10, 1h15, 1h20 parce qu'on n'a pas fait de coupe. Sinon, on avait fait une petite coupe à un moment parce qu'il y a eu un petit problème, mais sinon, on n'a pas fait de coupe du tout. Ils auraient pu, pour moi, garder les 1h15 de discussion. Je trouve que c'était plus intéressant et les gens aiment bien les formats longs. Mais voilà, on avait parlé du coup du Rage Ciné Club, c'est pas au montage, de ces films-là sur le côté. On avait parlé pas mal séries télé aussi, où j'expliquais un peu la différence entre les séries et les films. Je parlais de Succession, de Better Call Saul et de plein de séries comme ça. Et le passage sur les séries n'a vraiment jamais été gardé pour le coup. Et vous allez voir, il y a un passage aussi ici qui n'a pas été gardé. Enfin, du coup, vous allez pas voir. Mais en gros, là, je vais parler de mes films préférés. Je les ai quand même choisis parce que c'est les films que les gens connaissent de moi. Et on va voir ça ensemble. Mes films de cœur, moi je dis souvent que celui-ci c'est mon film préféré. Il faut avoir un film préféré, un peu. Les gens posent tellement tout le temps la question qu'il en faut un. Évidemment, comme beaucoup de personnes, ça peut changer, ça peut évoluer. C'est l'histoire d'un, on va dire, je dirais un prof de musique, mais c'est pas exactement ça, qui fait une sorte de concours à travers la Pologne pour trouver une chanteuse, et ils vont tomber amoureux, sauf qu'il y a cette confrontation. Voilà, je dis tout le temps que Cold War c'est mon film préféré parce que les gens me posent toujours la question, je préfère dire ça. C'est vrai, hein, je pense qu'en théorie c'est mon film préféré. Forcément politique entre la Pologne, le côté parisien de la bohème, et en même temps eux qui essaient de vivre quelque chose qui est tout simplement, oui, impossible. Donc c'est une histoire d'amour qui est vraiment à la fois dure, qui est belle, et qui est à la fois entre l'éphémère et l'éternel, chose que j'aime beaucoup. Donc à chaque fois je dis c'est mon film préféré. Oui, encore une fois, film polonais noir et blanc, mais encore une fois c'est aussi 1h20, donc ça se regarde très très bien. C'est très dur de parler d'un film, de manière générale. En fait, là, t'as plein de films et tu dois dire un truc rapidement sur un film en sachant que les vidéos durent pas beaucoup de temps et tu dois rapidement parler d'un truc. Et oui, les gens l'ont remarqué, hein, mais la calvitie arrive. Regardez, oui, c'est la vérité, je peux rien y faire. Bien. La musique est géniale, l'ambiance qu'il a créée, j'adore ce film. J'ai beaucoup cette année parlé de Lawrence d'Arabie, car je préparais une grosse vidéo où j'étais allé en Jordanie pour trouver un peu le lieu de tournage de ces films. Et Lawrence d'Arabie, bon, c'est connu pour la Jordanie, le désert de Wadi Rum, et j'en ai beaucoup parlé parce que c'est l'œuvre épique par excellence. J'augmente un peu la vitesse. Hein. Je sais pas qui a réussi à faire des choses aussi incroyables que David Lean sur ce film. J'ai toujours été attiré un peu par la désolation, ces endroits où personne ne devrait vivre, comme le désert où il y a rien, et pourtant il y a des peuples entiers qui font leur vie là-bas. En fait, c'est très dur parce que tu sais pas de quoi parler en réalité. Est-ce que tu vas parler de l'acting? Est-ce que tu parlais des plans? Du coup, tu prends le premier truc qui vient à l'esprit. Et moi, le truc qui me venait ce jour-là, c'était de parler un peu du désert de manière générale. Le côté un peu faux prophète que j'adore dans les œuvres, ce truc un peu contre le système en place, la rébellion, mais aussi les dangers à la fois et du populisme et de ce culte de la personnalité. Mais c'est aussi une forte histoire d'amitié entre deux hommes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va très très loin par rapport à ça. C'est touchant et bon, c'est le film grandiose. Oui, bah, ils sont gays quoi dans Lawrence d'Arabie. Enfin, ils sont pas vraiment gays, mais ils le sont un petit peu quand même. Encore une fois par excellence, et ça j'aime beaucoup. Et un autre film de cœur, c'était celui qui m'a fait comprendre que le cinéma c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui m'intéresse, c'est le Cronenberg History of Violence. J'avais vu très jeune son film Spider, parce que moi j'adorais Spider-Man, ça n'a rien à voir. Donc honnêtement c'est difficile à concevoir regarder Spider si vous avez, quand j'avais 7 ans quand il est sorti je crois Spider, un truc comme ça. Mais quelques années après j'ai découvert celui-ci, c'est la phase un peu plus psychologique de Cronenberg. C'est vrai que History of Violence, j'en parle assez régulièrement parce que ça fait partie de mes films préférés, mais c'est le film qui m'a vraiment fait plonger dans le cinéma comme quelque chose de sérieux. J'avais enchaîné quasiment tous les Cronenberg quand j'ai découvert, donc je les ai vus trop jeunes en réalité les Cronenberg parce que je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, et c'est vraiment les 3-4 films que je cite à chaque fois. En fait, à la base, je voulais aussi rajouter Master and Commander, qui est un film qui me plaît beaucoup, mais je me suis dit, vas-y, il y a déjà 3-4 films que les gens connaissent de moi, que je recommande tout le temps, donc j'ai exclu Master and Commander, et du coup j'avais choisi 9 autres films. Mais là, Cold War, History of Violence et Lawrence d'Arabie, c'est parmi les 12 films que j'avais choisis, donc c'était 3 sur 12, et je crois qu'il manque aucun extrait ici, j'ai parlé de ces films comme ça rapidement. Quoi. Adapté d'une BD, pareil c'est très court aussi, je crois que c'est 1h40, quelque chose comme ça, et c'est super fort et j'adore. Viggo Mortensen, j'aime beaucoup ses choix de films, où il avait fait évidemment Le Seigneur d'Anneaux qui l'a rendu hyper populaire, mais il choisit toujours des films intéressants. En tant que réal, je trouve vraiment pas mal aussi, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a d'autres films comme ça que t'as découvert un peu trop jeune. Enfin, quand est-ce que t'as vraiment commencé à regarder des films et à vraiment apprécier le cinéma en tant que tel? Je dirais que c'est à partir de ce film-là, entre guillemets, mais aux alentours de 2010. Moi je fais des vidéos sur YouTube depuis 2010, 2012 sur le cinéma, donc à partir de mes 13-15 ans. C'est pour ça que moi j'ai pas vraiment connu l'univers Vidéo Club parce que je suis à la fois, je suis en 97, donc je suis pas du tout de la génération Vidéo Club, et en même temps j'ai grandi sur internet, là où les films sont gratuits, mais grosso modo ce qui est intéressant c'est que quand on n'est pas Oui, au fait, on oublie à quel point le piratage il est important pour la cinéphilie si on le rappelle pas. dans une famille qui a un aspect pour la culture, pour l'art de manière générale, le seul endroit pour ma génération. Ça, j'en ai peut-être pas assez parlé dans ma vie sur YouTube, mais c'est que moi j'ai aucun apport à la culture via la famille. Ma famille est pas du tout artistique, est pas du tout dans l'art, dans la culture, est pas du tout dans le cinéma, dans les séries, même en tant qu'appréciation. En fait, c'est un truc que je me suis fait de moi-même via Internet et via aux plateformes, YouTube et tout, et évidemment, mais même via le piratage. C'est internet, et c'est avec internet que moi j'ai découvert des films, et c'est à partir de 2010 je dirais, quand j'avais 12-13 ans, je me suis vraiment de plus en plus intéressé au cinéma. Ouais, 2010, j'ai 13 ans, c'est là que je lance ma chaîne YouTube, pour le coup, et je commence à parler de cinéma. Après j'allais de temps en temps voir en salle. C'était il y a longtemps. J'avais vu les Star Wars à l'époque quand j'étais jeune, la prélogie, des choses comme ça, j'allais voir les films de super-héros quand t'avais 8-9 ans, des choses comme ça. Mais je pense que voilà, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai dû le voir en 2008 celui-ci, et j'ai commencé à me dire le cinéma c'était quelque chose, et j'ai essayé de voir de plus en plus de films au fur et à mesure. Et oui, pareil, on essaie d'en voir au moins un tous les jours, surtout maintenant que c'est mon métier à plein temps d'être créateur de. Ouais, j'essaye au fait de faire maintenant un tous les jours par respect pour vous, parce que je me dis, je suis quand même influenceur cinéma, la moindre des choses c'est de faire découvrir des films, de regarder des films constamment, et je me suis dit un film par jour minimum, sauf les jours où je suis en vacances. Donc j'ai arrondi à 300 pour me donner un peu une marge.
Je pense que je vais partir entre guillemets en vacances 30 jours par an. On en parlera bientôt dans la vidéo bilan évidemment. Donc je pense qu'un film par jour c'est honnête pour moi et pour vous parce que j'ai pas envie de vous décevoir aussi. Je pense que c'est surtout pour vous que je fais ça aussi parce que je me dis putain la chance que j'ai d'être influenceur cinéma, il faut que je mette le travail dedans et que je bosse et que je cherche et que j'inspire entre guillemets les gens à regarder des films. De contenu par rapport au cinéma. Et du coup, en moyenne, tu vois combien de films par an? Là, j'essaie de faire 300 films par an minimum. Là, je pense que je vais dépasser un petit peu. Mais c'est nouveau, c'est vraiment. J'ai un privilège. Maintenant, mon travail, c'est de parler de cinéma. Même si j'ai pas toujours le temps, j'essaie d'en regarder au moins un par jour. Peu importe lequel c'est, j'essaie de le caler. Après, je m'oblige pas, hein, mais j'essaie d'en regarder 300 par an, c'est un peu l'objectif. Ouais, j'allais te demander si tu te mets une pression un peu particulière. Enfin, parce qu'il y a un peu ce genre de compétition aussi de voir le plus de films possible. Est-ce que c'est autant en équilibre ta culture ou pour essayer de voir le plus de films possible? Pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que sur YouTube, je fais vraiment l'actu cinéma, donc c'est les films qui sortent chaque semaine. Donc ça mélange de. Il faut regarder l'actualité pour le travail, il faut regarder des vieux films pour le travail aussi. Et parfois, t'as envie de regarder des vieux films pour toi, mais c'est difficile à caser. Genre, par exemple, David Lean. Il y a beaucoup de films que j'adore. Là, par exemple, ça a pas mal coupé parce que j'en ai parlé pendant peut-être un peu trop longtemps de ça, mais je parlais de la difficulté à regarder des films quand t'as un travail, de la difficulté à regarder des films par rapport à tes autres passions, si ma mémoire est bonne, hein, et peut-être Combi va me corriger, mais je parlais un peu vraiment du côté difficulté à être cinéphile dans un monde où t'as pas beaucoup de temps. Fatalement. Et moi, c'est un privilège de regarder des films tous les jours. C'est un énorme, énorme privilège. Hein. Faut bien se rendre compte. Évidemment, pas tout le monde est capable de faire ça. Même moi, quand c'est mon métier, j'ai pas toujours le temps de regarder un film par jour. Genre, par exemple, aujourd'hui, je le tourne cette vidéo. Je suis pas sûr de pouvoir regarder un film. Donc, je suis déjà en retard sur mes films de 2026. J'ai pas réussi à garder le rythme pour l'instant d'un film par jour en 15 jours de l'année. Donc, c'est hyper compliqué, même pour un mec comme moi, dont c'est le travail. Et je parlais un petit peu de ça. Je parlais du fait que David Lean, j'adore ces deux films. Donc, Laurence d'Arabie et Pont de la Rivière Kwai, vous voyez c'est ça, Bridge on the River Kwai, et j'avais pas le temps de voir ces deux films comme Jivago, comme Passage to India que je dois voir, parce qu'il y a trop d'actualités, il y a trop de choses à voir, il y a trop de séries aussi. J'avais fait aussi un passage sur les séries où je regardais environ 40, je crois que j'avais dit 50 saisons de séries par an, ce qui était quasiment ça, parce que j'en ai regardé 47 en 2025 et ça a été coupé un petit peu, mais je comprends parce que ouais, en fait j'ai blablaté, je blablate beaucoup, vous me connaissez, je parle énormément, donc j'ai fait que blablater, je comprends qu'ils aient coupé des choses. J'ai ici, je voulais conseiller à la base Requiem pour un massacre, mais ici il y a l'Ascension de Larissa Shepitko. En gros, elle était mariée à du coup Klimov qui a fait Requiem pour un massacre, qui est un des films de guerre. Et ça c'est un peu mes frustrations par rapport au vidéoclub, c'est que là putain au lieu de parler de l'Ascension en tant que film, moi je raconte une anecdote de merde sur le fait que Larissa elle était mariée à Klimov et qu'ils ont tous les deux fait des films, dont Requiem pour un massacre qui est plus connu que du coup l'Ascension, mais l'Ascension est très bien aussi. Elle est plus connue tous les temps, mais juste avant elle a réalisé l'Ascension qui raconte l'histoire de deux soldats, je crois qu'ils sont biélorusses techniquement, qui doivent naviguer. Tu sais pas trop ce que tu dois faire en tant que personne qui est invitée dans ce genre d'exercice. Est-ce que tu dois parler d'anecdotes? Est-ce que tu dois parler de cinéma? Est-ce que tu dois parler de toi par rapport au film? En vrai c'est un exercice qui est super compliqué. La mère patrie, il l'appelle comme ça. Et qui se prépare pas vraiment. Tout en évitant les soldats. Tu peux pas prendre tes notes ou tout apprendre par cœur. Non, en fait, tu viens, t'improvises. Allemand, tout en parlant un peu aux nombreuses personnes des villages du coin. Mais ça, l'Ascension, c'est un film que j'avais recommandé. Du coup, on est à 4 sur 12, mine de rien. Et il y a une lutte morale, encore une fois, entre ces deux soldats-là qui n'ont pas les mêmes ambitions. Et c'est un super film parce qu'il y a des plans sur un acteur qui sont tellement incroyables et tellement marquants sur son regard, sur ce qu'il vit. La fin. Là, pareil, tu vois, quand tu fais ce genre de. Même quand tu fais des tweets, quand tu écris sur un film, est-ce que tu parles du regard de l'acteur qui est marquant? Pour le coup, vraiment, il a un regard fort, marquant. Est-ce que tu parles du froid? Est-ce que tu parles de l'anecdote? Et tu vois, c'est très compliqué à chaque fois de savoir dans quel format, avec qui et comment tu dois évoquer certains sujets. Exceptionnel. Pareil, c'est cliché, un film biélorusse de 70, noir et blanc, mais c'est 1h45, 48, un truc comme ça. C'est très court et c'est très beau. Et du coup, Shepitko, il est décédé juste après la sortie du film en 79 sur l'accident de voiture. Et c'est Klimov qui a. En fait, on s'en fout de l'accident de voiture, on s'en fout du décès de la réalisatrice en soi par rapport au film. Ça n'a rien à voir avec le film. Mais je sais pas, c'est sorti comme ça, quoi. Repris un film qu'il avait pas fini, qui a sorti Requiem pour un massacre, qui est incroyable aussi. Mais c'est des films de guerre qui sont splendides, qu'il faut regarder, qui sont dingues. Il y a plein de choses, j'essaie de vous montrer plein de choses différentes, mais en gros en termes d'animation, c'est peut-être pas mon préféré du studio, mais en gros ils ont fait La Passion Van Gogh, c'est l'histoire d'un fils de postier qui enquête sur ce qui se passait avec Van Gogh. Voilà, ça j'avais vraiment envie de mettre en avant le studio, du coup, encore une fois polonais, hein, qui fait ce genre d'œuvre. Donc c'est en rotoscopie, c'est-à-dire qu'ils ont fait jouer les acteurs pour de vrai, les scènes, des acteurs britanniques. Ça pareil, est-ce que ça a l'intérêt pour le film de dire que c'est en rotoscopie? Je pense pas, mais je l'ai dit parce que c'est sorti comme ça, quoi. Et ils ont repeint par-dessus les scènes dans le style de Van Gogh, à ces différentes époques de sa vie, en fonction des flashbacks et des histoires qu'il raconte par rapport à lui. Ça crée Et je suis même pas un méga fan de ce film, mais je voulais recommander un truc un peu différent dans le style de l'animation aussi. un truc assez fort. J'espère que l'IA va pas enlever l'émerveillement qu'on a, parce qu'ils ont fait des centaines de milliers de tableaux à la main pour ce genre de film, et maintenant quand tu peux taper dans le style de Van Gogh d'une IA, et je pense que j'espère que la future génération va quand même adorer le travail manuel et l'artisanat derrière ce genre de film. C'est pour ça que je voulais parler du studio Laika aussi. Laika c'est Coraline par exemple, ils ont fait Box Troll, ils ont fait Monsieur Link qui sortent. Ouais, je sais que Laika, c'est comme je le dis, hein, beaucoup de films que les gens adorent, mais moi mon préféré c'est Kubo et l'armure magique que j'aime beaucoup. Pourtant c'est pas le meilleur, hein, objectivement, mais je l'aime beaucoup. L'année prochaine. Et je voulais en profiter pour le remettre en avant avec cette chanson des Beatles et tout. Et moi mon préféré de Laika c'est Kubo. Attention, pas de singerie avec moi.
Ils ont mis la VF par contre, ça c'est un peu insultant. As-tu déjà vu ces armoires? Évidemment. C'est un miracle. J'ai retrouvé le fils de mon maître. Ta quête est désormais ma quête. On ne sait absolument rien de toi. C'était pas objectivement le meilleur, mais j'adore l'aventure familiale entre les personnages et c'est la stop motion. Donc encore une fois, c'est l'artisanat de faire de l'animation à la main qui est absolument magnifique, qui est à la fois une odyssée, c'est un film sur la famille, c'est fantastique, c'est beau, j'adore ce genre d'œuvre aussi. Tu regardes beaucoup de films d'animation? Voilà, j'essaie de peu importe en fait. Je regarde de tout. Si j'ai des lacunes clairement, j'ai trop envie de me mettre dans le cinéma indien. En commençant, je sais que leurs blockbusters sont hyper généreux et j'en ai pas vu assez. J'ai envie de voir des blockbusters indiens, je vous jure, mais j'ai pas le temps, c'est ça le problème. Mais c'est comme beaucoup de personnes avaient le déclic avec RRR qui était sorti il y a quelques années. Ils ont ressorti Bahubali en salle du même réalisateur et il y a le Blu-ray là de 5 heures des deux films. Faut que je m'y mette. Il y a plein de cinémas comme ça, faut que je m'y mette. Mais peu importe, que ce soit des comédies musicales, des films d'horreur, j'essaie de tout regarder. Mais encore une fois, voilà, le temps est limité, donc on fait ce qu'on peut. La seule C'est là que je me rends compte que je suis méga poilu. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais là, je remarque mon cou là, à quel point il est poilu. Je sais qu'il est poilu. Et je pensais pas que les gens voyaient autant que c'était poilu. du mal, ça je l'ai revu en salle cette année, je crois en octobre il était ressorti. I'm no cop now, I'm a husband. What did you do with her? If you're really with me on this, we have still to get some proof. Hank was a great detective, all right. Voilà, j'avais choisi ça aussi, du coup on est à quoi 7 films sur les 12, donc c'est pas mal en réalité au final. Lousy cop. C'est pour ça, allez voir des films en salle, je vous jure, ça change la vie, c'est incroyable, parce que vous n'êtes pas déconcentré par votre téléphone, votre famille, votre copain, copine, en fait vous êtes en salle, vous, avec l'œuvre, vos amis, peu importe, mais c'est une interaction presque spirituelle entre vous dans la salle et l'écran et l'œuvre de manière générale, et revoir ça en salle, j'ai encore plus aimé que la première fois, enfin il y a un plan séquence au début de ce film qui est exceptionnel, quoi. Enfin il met à l'amende des films qui sortent aujourd'hui sans problème. C'est pour ça que les gens me disent souvent, j'ai du mal avec les vieux films, mais ça, il serait sorti aujourd'hui, on verrait pas la diff, quoi. Est-ce que tu sens que depuis que tu as commencé à vraiment regarder des films, ton prisme il a changé sur certains films ou même sur ta manière de voir les films, ta manière de les appréhender? Ah bah sinon ça serait triste. Si on évoluait pas, si on changeait pas, si on changeait pas nos goûts aussi, il y a des Putain, je suis un loup-garou ou quoi? Vous avez vu les poils que j'ai sur le dos là? films que j'aimais bien, que j'aime moins. Parfois je regarde des vieux films que j'aimais, je les aime beaucoup moins, et l'inverse, c'est des films auxquels j'ai jamais accroché, je leur donne une chance et j'adore parce que entre moi qui avais 15 ans quand je commençais à faire des vidéos dans ma chambre, là j'en ai 28, bon forcément mes goûts vont évoluer et j'espère que dans 15 ans mes goûts vont encore évoluer, peut-être je vais revoir des films, je vais me dire ça c'est peut-être c'est Tu parles comme un politique au fait, c'est insupportable. nul dans 15 ans, j'en sais rien, mais il faut, et j'espère, et je pense que c'est important de changer, d'évoluer, parce que la cinéphilie ça se cultive, on apprend, et c'est important, et si on change pas c'est un peu pénible quoi, on s'ennuie un peu aussi. Alors là on est con en comédie, ça, Alors ça c'est intéressant parce que du coup, justement, il y a tout un passage sur les films de Melville et Clouseau qui a été enlevé là, vous voyez qu'il y a l'Armée des Ombres, juste avant il y a les Diaboliques derrière, vous pouvez aller voir ça dans la vidéo, mais l'extrait où je parle de Clouseau, où je parle de Melville, ça a été enlevé, bon c'est comme ça, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, il n'y a pas le temps. L'aspect comédie, ça, pour le coup, c'était pas moi. L'aspect comédie, moi j'ai recommandé aucune comédie, j'avais recommandé l'Armée des Ombres, j'avais recommandé dans ma liste des films Les Diaboliques justement qui est dans le Rage Ciné Club du mois. J'avais pas du tout recommandé pour le coup le côté comédie et on a beaucoup parlé de comédie parce que je pense qu'ils ont dû voir que j'aimais pas spécialement ça et on a parlé pas mal de ça justement à cause de ça. Donc l'ambition quand même du vidéoclub c'était d'aller chercher des choses où je pouvais être un peu chiant, où je pouvais être un peu négatif, parce qu'on m'a connu comme ça, mais en fait je suis pas comme ça dans la vraie vie, je suis comme ça sur TikTok et sur Instagram. Donc là quand je parle de comédie, bah oui moi la vérité c'est que j'aime pas trop les comédies, c'est un genre avec lequel j'ai du mal. c'est un peu surcoté, soyons un petit peu. Mais c'était pas prévu quoi, enfin c'était vraiment, même Mission Cléopâtre, j'ai fait une critique sur YouTube, j'aime bien Mission Cléopâtre, mais c'est... Bon, les gens abusent un petit peu avec, hein, soyons honnêtes. Hein. Honnête. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. J'ai bossé pour sa bande de chacals, vous avez tous trouvé comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. C'est très sympa, moi j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aurais préféré faire, c'est uniquement parler des films qui m'animent et qui me plaisent plus en détail, plutôt que faire un coin comédie, faire un moment VF, VO, faire un moment Polanski, toutes ces choses-là. Bon, c'est le jeu après, c'est normal, hein, ils m'auraient pas invité si j'avais pas un peu ce lore hein, par rapport à moi aussi, entre guillemets, mais c'est que le coin comédie, c'est là où j'ai le moins de trucs à dire parce que c'est ce qui m'intéresse le moins aussi, quoi. Mais moi j'ai du mal avec les comédies de manière générale, et je me suis rendu compte, et c'est un peu triste, parce qu'en fait le genre de la comédie, il devrait pas être moins apprécié que les drames. Et moi j'arrive souvent à des top 10 de gens sur internet, et c'est toujours la même chose, il y a aucune comédie à aucun moment. Et l'objectif, ça serait quand même de remettre un peu des bonnes comédies au goût du jour, sauf que moi je les aime pas trop non plus, quoi. C'est un peu compliqué, ça j'adore, ça c'est Après, c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui m'ont recommandé plein de comédies depuis la sortie du vidéoclub et je les ai toutes notées, hein, donc c'est cool, merci. ma comédie préférée entre guillemets de Big Lebowski. Moi j'adore hein, The Big Lebowski, hein, franchement, trop bien. Mais c'est pas vraiment une comédie au final, c'est une sorte de comédie noire dramatique. Et c'est souvent des drames qui Et ça sont c'est un vrai débat, hein, parce que comment on fait? Parce que moi les comédies que j'aime bien, c'est celles qui sont plus des drames qu'autre chose. drôles plutôt que des comédies qui sont fondamentalement ou dramatiques ou bien c'est un peu différent pour moi. Donc c'est dur parce que à chaque fois que je conseille des comédies, à la fin tu risques de pleurer, quoi. C'est pas mal. Je devrais aussi réussir à conseiller des comédies et même sur Letterboxd je les note beaucoup moins bien que des films dramatiques, alors que le genre de la comédie ça devrait être un truc sur lequel je dois évoluer typiquement. Et je dois en conseiller plein de ça par exemple, ça me fait rien du tout quoi. J'aime bien hein, mais ça me fait rien du tout et je comprends pourquoi les gens adorent et tout, mais ça me fait rien du tout quoi. Même Mission Cléopâtre, hein, je l'ai revu il y a 2 ans et c'est très bien. Mais bon franchement il est un peu long, un peu répétitif, mais c'est cool hein. Mais voilà, les comédies j'ai un peu du mal et j'espère un jour évoluer par rapport à ça. Est-ce que tu penses que t'as un biais du coup, que tu regardes peut-être des comédies d'un peu au-dessus? Enfin, Non, en fait, je sais pas parce qu'il y a des choses que j'aime bien, même là. Je me suis rematé les Naked Gun, et un flic, et je trouve ça trop bien. Et j'ai mis 3 sur Letterboxd. Par exemple, c'est ce genre de truc parce que je dis c'est trop bien, c'est trop cool. C'est vrai que les Y a-t-il un flic, j'aime beaucoup, mais pour moi c'est des films 3 étoiles quoi, c'est pas des films 4,5, 4, Big Lebowski je crois que j'ai mis 4 ou 4,5 par exemple. Les gens ils voient ma note et ils se posent des questions, mais attends, c'est trop bien, ouais, pour une comédie c'est trop bien. Mais je sais pas, il y a peut-être une sorte de mépris intériorisé par rapport aux comédies, et j'adore Fargo par exemple, c'est très drôle Fargo. Il y a plein de choses, j'ai vu le nouveau Knives Out, ce que j'ai plus aimé dans le film c'est la comédie par exemple plutôt que le côté whodunit. Mais les pures comédies comme Y a-t-il un flic, comme ces choses. Donc ça c'était filmé le 11 je crois parce que j'ai vu Knives Out le 13 ou un truc comme ça.
ou la semaine d'avant encore, je sais plus quand j'ai vu Knives Out, mais du coup j'avais déjà vu le nouveau Knives Out. Là, c'est vrai que ouais, j'arrive à les, entre guillemets, moins les respecter, grosses guillemets, parce que moi je les respecte, mais elles me marquent moins personnellement. Pourtant j'aime bien rire, hein, mais voilà, toutes les comédies ricaines, moi ça me passe. Les françaises, hein, j'avoue que ça me fait rien du tout, quoi. Enfin, Ouais, quand je parlais de comédie américaine, je pensais surtout au American Pie, ce genre de comédies des années 2000 avec lesquelles j'ai grandi en réalité. Et puis les françaises, moi, les comédies françaises, que ce soit littéralement Funès ou je sais même pas, La Cité de la Peur, ou tous ces gangs d'humoristes, que ce soit de l'époque ou de maintenant, ça me fait pas grand chose, quoi, c'est la vérité. j'essaye, hein, mais ça me fait pas grand chose, donc c'est un peu. Mais tu regardes quand même. Ouais, je regarde parce que j'en parle, c'est intéressant, et il faut essayer, si on n'essaye pas, ça sert à rien. Les comédies romantiques, j'aime bien, et j'aime bien plus le côté romantique que le côté comique aussi. C'est ce genre de truc, quoi. Mais du coup, il faudrait quoi comme ingrédient pour une bonne comédie selon toi? Bah, je sais pas, parce que moi, l'une de mes préférées, par exemple, je l'avais cité d'ailleurs dans l'ancien épisode qu'on a fait avec Combini, c'était le Four Lions qui est sorti. C'est une comédie filmée en mode documentaire sur 4 djihadistes un peu losers à Londres. Mais il y a un tournant hyper dramatique dedans quand même, quoi. Donc c'est ça, et je me demande en fait s'il y a pas un truc par rapport aux comédies qui font qu'elles doivent devenir dramatiques pour que je les aime, et que j'ai un peu plus de mépris sans le vouloir par rapport aux pures comédies où là ça fait que rigoler tout le long, quoi. Il y a un film, c'est bien, mais ça fait que rigoler tout le long. Four Lions, Vrai débat, hein, c'est très dur hein, de faire rire. C'est plus dur de faire rire que de faire pleurer les gens. Hein. plus t'avances, plus c'est trop triste ce qui se passe, quoi. Et tu préfères dire les titres des films en VO qu'en VF? Non, les titres, je m'en fiche par rapport à la VO et la VF. Alors ça c'est intéressant parce que on posait la question, est-ce que je préfère dire les titres en VO en VF parce que j'ai cité le titre d'un film dans une autre langue. Je pense qu'on parlait d'une bataille après l'autre. Je pense que c'est ça de mémoire. Hein. Et j'avais dit One Battle After Another. Et on m'a posé la question sur la VO VF. Je crois que c'est ça hein, de mémoire. Et bah j'ai dit au fait les titres je m'en fous. Ça, je crois que ça vient de là. Mais là on a continué à parler de plein de films et plein d'œuvres avant de passer à la scène d'après. Film de James Gunn aussi qui est sorti, la comédie de super-héros qui est vraiment un peu similaire, je crois. Donc j'ai toujours confondu un peu les deux, c'est Super, je crois, elle s'appelle. Donc j'avais un peu. C'est pour ça que j'ai envie. Peut-être je parlais de ça, hein. Je parlais de Super Grave ou un truc comme ça, Super Bad. Bien sûr. Non, les titres, je m'en fiche, ils sont en VF. Mais après, bah, parfois, on fait la remarque, je dis une bataille après l'autre, parfois je dis One Battle After Another, c'est juste une question de ce qui sort. Ah oui, c'est là. En fait, je suis pas fou, hein, je l'ai dit. En premier bataille, quoi. Non, les titres, ça va. Le reste en VF, non. Mais les titres, ouais, c'est cool. Donc typiquement. Donc voilà, ça c'est marrant parce que il y avait encore plein de choses à dire de ce côté-là. Je crois qu'on avait encore pas mal parlé de certains trucs de l'autre côté du coup du vidéoclub. Et là, on est passé à l'instant clash un petit peu, à l'instant réaction avec l'apparition de Mario qui est clairement considéré comme l'un des seuls films où la VF est plus intéressante que la VO parce qu'en VF c'est des vrais comédiens, les vraies voix de Mario, alors qu'en VO c'est Chris Pratt quoi. Donc ça c'était clairement entre guillemets un piège qui m'a été tendu. Je dis piège entre guillemets parce qu'en fait on s'en fout, c'est le jeu. Genre il y a un moment si moi je critique la VO et la VF se duellent constamment et je peux pas tomber dans un piège comme ça, qui suis-je? Voilà, donc pour moi c'est un piège entre guillemets, c'est fait exprès, mais voilà, c'est mon travail d'être préparé à ce genre de truc. J'étais pas du tout prêt hein, pour le coup, hein. Mais c'est à moi de gérer ce genre de situation. Et là le débat VO-VF a duré longtemps dans la vraie vie, il a duré une bonne vingtaine de minutes je pense, parce que je suis connu comme quelqu'un qui a littéralement des positions extrêmement tranchées sur la VO et la VF. Et la journaliste, je crois qu'elle est fan de VF, en tout cas, ou peut-être elle a vu le truc où elle s'est dit « Ah, faut le titiller sur ça ». De toute façon, on va parler de VO-VF dans l'émission Rage Bait bientôt, parce qu'il y a des doubleurs qui vont venir, des doubleurs très très connus, vous inquiétez pas. Donc on va parler de ça. Mais voilà, juste pour vous dire qu'on a beaucoup parlé VO-VF. C'était pas moi qui ai lancé le sujet, moi j'en ai rien à foutre de ce sujet-là, vous savez que je déteste la VF, j'ai rien à dire sur la VF parce que je déteste ça. Mais c'est la journaliste qui voulait en parler. Et qui voulait avoir ce petit moment un peu confrontation, buzz et clash. Et je dis pas ça de manière négative parce que c'est les réseaux, c'est le jeu, je fais ça aussi, hein, c'est normal. Vous avez pris le seul contre-exemple valable. Vous avez fait exprès. Non mais typiquement, ça c'est le genre de film d'animation, je m'en fiche si c'est en VF ou en VO, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a quand même le but de la VO, c'est de respecter l'ambition de l'auteur, du réalisateur derrière. Quand Sergio Leone il fait des films, qui soient dans les deux langues que lui il a choisi sur lesquelles il travaille, en fait on s'en fiche comment tu la regardes. C'est surtout le respect de l'auteur. Là, est-ce qu'il y a vraiment un auteur derrière un film Mario? Bon, je considère que pas trop, quoi. C'est un film de commande, ils ont pris côté States Chris Pratt et là ils ont pris des vrais doubleurs en France. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence, peu importe comment on le regarde. Mais même un Ghibli, par exemple, je trouve que c'est dommage de le voir en autre langue. Si on peut le lire, regarder des sous-titres, des choses comme ça, parce qu'il y a un côté immersion. Moi, je trouve ça bizarre de regarder un film comme Parasite en français. Le but de Parasite, c'est quand même aussi une plongée dans la culture coréenne. T'as pas envie d'entendre du français, quoi. T'as envie d'être immergé, t'as envie de savoir avec quoi il a joué Bon Joon-ho avec ses acteurs, comment il a choisi de dire certaines choses. Et je pense que la voix, c'est la grande partie du travail d'un acteur, quoi. C'est tellement important. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent pas regarder en VO, je comprends. Et ok, ça on parle pas d'eux en général qu'on a ce débat. Mais si on peut regarder en VO, c'est mieux, quoi. On s'habitue en deux films, on s'habitue à regarder des sous-titres, ça devient automatique. Sauf si on a des problèmes. Si la VO était disponible pour tout le monde, je dirais rien parce qu'en fait tout le monde a le choix, c'est ok. En fait, les gens n'ont pas Ça c'est vrai, moi ma croisade contre la VF elle existe parce qu'en fait on n'a pas le choix dans beaucoup de cas. le choix. Je crois que c'est Même à Lille, hein, parfois il n'y a pas le choix. 33% des cinémas qui proposent une séance VO tous les jours en France. Je crois que c'est tous les jours, si c'est pas toutes les semaines, je sais pas exactement. Donc c'est pas assez. Et en fait, c'est tout un cycle qu'on a créé par rapport au fait que en grandissant, on a la VF partout, à la télé, maintenant sur le streaming, en fin de compte, c'est en VF automatiquement. Pour changer, je me rappelle à l'époque sur la télé, dans les options et tout. Et moi, je suis à moitié roumain et tunisien, et quand on a la Roumanie l'été, il n'y a pas de version roumaine là-bas. Moi j'en parle souvent parce que oui, en effet, Ouais, alors moi c'est vrai que ça peut-être en parler un peu plus, mais j'ai grandi en France évidemment, mais l'été je partais en Roumanie souvent, l'été à Noël et parfois en Tunisie. Il faut savoir qu'en Roumanie, il n'y a pas de VR, quoi. Il n'y a pas de version roumaine. Enfin, il y en a un petit peu, hein. Mais grosso modo, c'est les sous-titres. Donc si tu captes pas les sous-titres, si tu sais pas lire des sous-titres, tu vois pas le film. Alors oui, pour les trucs pour enfants, il y avait des versions doublées en roumain et tout, mais à la télé, en fait, par défaut, t'entendais de l'anglais tout le temps à la télé. Parce que évidemment, la majorité des œuvres, elles sont en anglais, et donc elles passaient à la télé constamment. Et vu que moi, je suis à la limite entre la culture de la télé et la culture d'Internet, donc j'ai grandi quand Internet était déjà
plus ou moins bien installé, et en même temps je grandissais vers la fin, entre grosses guillemets, de la télévision. Vous savez, quand la télé tournait en boucle, en arrière, et tout le monde écoutait un peu d'une oreille. Donc quand tu grandis en Roumanie, t'as littéralement... oui, la télé qui tourne, et c'est de l'anglais, quoi. Donc forcément, toi, tu t'habitues à entendre de l'anglais toute ta vie, et si tu veux t'intéresser à l'œuvre en question, en plus, en Roumanie, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y avait HBO depuis très très longtemps. Donc HBO, la Warner, tout ça, je sais plus quand est-ce que HBO a été racheté par Warner, peu importe, mais en gros, il y avait déjà des classiques du cinéma que moi, j'ai découvert à la télé, à l'époque, avec des sous-titres, en étant jeune, tu vois, à partir de 5-6 ans, moi c'était VO tout le temps, parce qu'en fait il n'y avait pas le choix par rapport à la télé en Roumanie. En France, quand je regardais la télé, je regardais pas trop au final, c'était surtout des trucs pour enfants, ou alors j'étais sur internet, et sur internet, je téléchargeais jamais en VF. Parce qu'il y avait moins de disponibilité de VF d'ailleurs sur internet, mais surtout que voilà, je téléchargeais des films en VO parce que c'était le truc de base, quoi. Il y a des films anglais sous-titrés, français, roumain, des choses comme ça, quoi. Je reçois des messages de gens tous les jours qui me disent j'ai envie de voir tel film, même les gros films en plus. Il n'y a pas une séance en VO, alors c'est à 14h quoi. Un jeudi, en fait, les gens ils travaillent, ils vont à l'école, à la fac, des choses comme ça, donc ils peuvent même pas y aller et ils sont obligés de faire parfois 30 km voire plus, il y a plus de c'est terminé. Il y a peut-être une séance de temps en temps quoi. Et c'est dommage, en fait, les gens ils devraient pas faire 50 km pour regarder un film dans sa version originale quoi. Je trouve ça triste, c'est dommage. Faudrait au moins une bonne, je vais pas en demander 5 ou 50-50, mais une bonne séance en VO. Et encore une fois, vu qu'on a tellement façonné la manière de consommer des gens par rapport à la VF et les redécouvrir, c'est trop bien. Même des films comme ça, c'est mieux en VO quoi. C'est beaucoup mieux. Et parce que voilà, ils étaient sur place, Nolan qui a décidé, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fonctionne. Did it work? I think it might have. Alors là, le débat VO-VF, il a duré bien plus longtemps. On a parlé beaucoup plus de ça, il y a eu beaucoup plus d'interactions, de questions avec les journalistes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus en réalité dans la vidéo finale parce que c'était plus à clash entre guillemets. Ouais, mais après, tu veux briser un cycle, mais tu peux briser un métier aussi. Tout un métier de comédien et comédienne de doublage. Mais en fait, moi, C'est un peu une exception culturelle en France quand même, et les gens sont très attachés aux voix des comédiens de doublage et comédiennes de doublage. Ce que je trouve pas spécialement normal, à titre personnel, je veux dire, c'est ok d'avoir cette attache, et il y a un grand lobby du doublage en France. Ouais, moi je trouve que être attaché à des doubleurs, c'est un truc vraiment bon. Si je donne mon avis sur ça, ma chaîne YouTube va sauter. Je comprends, hein, mais il y a un moment, c'est des gens qui font un travail qui est là pour le marketing, quoi. Tu peux être fan de mecs qui font des affiches de films, tu peux être fan de plein de gens comme ça qui font du marketing, mais la VF c'est purement du marketing, c'est pas de l'art quoi, c'est du marketing. France c'est évident avec beaucoup de doubleurs qui sont influenceurs et des choses comme ça, il y a pas de souci parce que c'est un métier difficile qui paie pas forcément beaucoup. Mais oui, c'est clair que les doubleurs en France, ils ont capté un truc, une sorte de nostalgie avec laquelle ils survivent en réalité aussi, on en parlera en détail dans RageBait, vous inquiétez pas, mais ils sont aussi influenceurs, très connus même, donc oui, ils ont un lobby qui est très fort parce que les gens les aiment beaucoup et ils ont fait un travail qui est inégalé. Je vois pas d'autres pays où les doubleurs sont aussi connus qu'en France, pourtant j'avais fait des recherches par rapport à ça et ça n'existe quasiment pas. Et je parle de marketing quand je parle de live action, oui les doubleurs d'animation, de jeux vidéo et tout, c'est de l'art quoi, c'est des acteurs, mais quand ils doublent du live, pour moi, c'est juste un travail, c'est comme un traducteur. Est-ce qu'un traducteur ou comment ils appellent ça, un relecteur, je crois, on appelle ça, parce qu'il y a quelqu'un qui traduit et quelqu'un qui adapte. Est-ce que eux, ils font l'art? Je sais pas, honnêtement. Pour moi, voilà, un traducteur, un relecteur, des choses comme ça, c'est la même chose qu'un doubleur de live action. C'est pareil, quoi. C'est le même travail. C'est juste qu'il y en a un qui fait à la main, à l'écrit, ou avec une machine, ou corrige Gemini, j'en sais rien, et l'autre avec sa voix. En même temps, moi j'en ai marre d'entendre, alors que je consomme même pas de VF, les mêmes voix partout avec des clips, des extraits, les pubs et tout. Et en fait, on ne demande pas d'effacer juste leur existence. C'est une question d'avoir une ou deux séances VO, au moins par semaine dans tous les cinémas, quoi. C'est ça aussi. Je sais que la majorité des gens vont en salle, ils s'en fichent. Vraiment, d'ailleurs, ils préfèrent la VF la grande majorité. Mais il y a des gens qui aimeraient juste essayer, quoi. Je pense que juste avoir une séance de temps en temps, ça serait trop bien. Ça serait même, pour moi, ça serait obligatoire, quoi. À tester, hein, mais bon, faut habituer les gens. Et je pense qu'à force, ils iraient. Et c'est ça aussi, je fais sur les réseaux, à motiver les gens à aller voir des films dans la version originale. Parce que c'est important, ils vont redécouvrir le cinéma. Il y a plein de gens, et en plus, je peux en parler dans des heures, hein, mais en gros, même, pour moi, il y a un facteur flemme qui est énorme, parce que quand tu regardes un film en VF, t'es même pas dans l'œuvre de manière générale, c'est souvent à la maison quand tu peux sortir ton téléphone, faire autre chose, parce que t'entends la voix. Au moins, quand t'es en VO, t'es obligé de te concentrer, quoi. Et ça, il y a plein de gens qui me disent j'ai aimé, pas aimé tel film, et je sais que parfois ils sont pas concentrés, c'est pas dedans, ou alors ils ont vu en VF, c'est pas la même chose. Et il y a une différence, c'est pour ça que je dis aux gens d'aller au cinéma aussi. Au cinéma, au moins vous avez pas le choix, il y a pas de téléphone, il y a pas les gens, vous allez juste vivre l'expérience. Après, le cinéma, c'est un coût, c'est quand même une sortie culturelle qui prend du temps, de l'argent, et c'est un investissement. Et je comprends moi que tu prennes une séance en VF parce que ça va être ta sortie du mois ou de la semaine, et que du coup, t'as pas forcément envie de te prendre la tête, et que déjà c'est. Ça, pour moi, cet argument, je l'ai pas relevé dans le clip en question, mais pour moi, ça, c'est du mépris de classe, entre guillemets. Grosse guillemets, hein. J'ai rien contre les journalistes, mais littéralement, comment dire ça dans le sens où tout le monde peut avoir accès à la VO du moment qu'ils peuvent lire. Il n'y a pas un truc, c'est pas une barrière énorme. Du moment que vous savez lire, vous pouvez avoir accès à la VO si vous n'êtes pas dyslexique, des choses comme ça, évidemment. Mais la très très grande majorité des gens peuvent avoir accès à la VO sous-titrée. Et ça, c'est génial en soi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à la VO sous-titrée à cause des cinémas qui ne proposent pas cette version. Et je parle de cinéma, mais il y a plein de plateformes en streaming qui n'ont pas toujours la VO. D'ailleurs, hein, parfois, vous louez un film, il n'y a pas la VO. Rendez-vous compte. Alors, quand c'est du streaming, ça va, mais quand c'est la location, parfois, il n'y a pas la VO, ce qui n'est pas normal. Donc, je trouve que c'est un peu méprisant de dire que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Normalement, lire
de manière automatique, ce n'est pas se prendre la tête. C'est ça le truc. Déjà, l'axe d'aller au cinéma, je trouve ça déjà super. Je voudrais encourager. Peu importe que tu vois le film en VO ou en VF, l'essentiel c'est que tu découvres un film. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense que c'est bien d'écouter des films, mais ça serait bien de faire la meilleure version du film. Et elle est disponible. C'est pas comme si elle était pas disponible. Elle existe. Elle est là. C'est pas un truc de puriste, quoi. Allez juste la voir, quoi. Ah, mais ça, c'est une tech de puriste. Non, c'est une question de puriste. C'est une question juste. C'est le béaba, quoi. C'est normal. C'est une tech de puriste peut-être parce que justement il y en a pas assez. Mais c'est juste une tech normale de dire, en fait, il faut aller voir la bonne version du film. C'est pas un truc de puriste. Moi, j'ai du mal avec ce truc-là. C'est pas du tout un truc de puriste. C'est juste normal, quoi. C'est purement normal. C'est juste qu'on a habitué les gens à regarder la mauvaise version de l'œuvre. C'est ça le truc. C'est tellement habitué dans le truc collectif de la France qu'on a habitué les gens. Et le truc normal est devenu un truc de puriste d'après certaines personnes. Alors qu'en réalité, c'est juste la version normale, quoi. C'est accessible en théorie, hein, ça devrait être accessible. Tout le monde peut y avoir accès, il suffit de lire des sous-titres. C'est pas un énorme truc pour la très très grande majorité des personnes. C'est extrêmement accessible. Même si la majorité des gens ils vont pour le divertissement, c'est leur sortie. Moi, je vais pas demander à des familles avec des gosses d'aller voir un film en VO, y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on va au cinéma, surtout les gens qui vont seuls ou qui vont entre potes et tout, mais pourquoi je sais pas voir la meilleure version? C'est surtout ça. Je veux pas que d'un coup il y ait plus de VF ou qu'il y ait que de la VO, un petit peu, mais c'est rigolant. Mais en gros, s'il y a le choix entre deux séances à la même heure, prenez la VO, essayez. Et à force vous allez me remercier déjà. Et surtout vous allez vous habituer, vous allez rendre compte que le cinéma, je pense que moi ça ralentit les gens, ils regardent tout le temps que la VF par habitude, ça les ralentit dans une passion qu'ils pourraient développer et adorer. Ils vont dépenser 15 € au cinéma. Autant voir la bonne version, quoi. Je sais pas, autant pas voir la version au rabais, autant voir la version la plus adéquate possible et qui Je suis d'accord avec lui. risque de plus faire plaisir aux gens, quoi. La version au rabais. C'est une version rabais, je suis désolé, c'est une version tronquée, mais les doubleurs vous diront ça aussi, ils savent que c'est la version qui trahit, mais ils essaient de trahir le moins possible. J'en ai parlé avec des doubleurs souvent, ils savent ce qu'ils font. Je dis ça comme si c'était criminel, mais c'est pas leur faute, c'est un métier, je comprends, mais ils savent ce qu'ils font. Et en même temps, bah, ils essaient de trahir le moins possible. Et c'est ok. Mais pourquoi trahir tout court quand on peut avoir la VO disponible? Mais il faut que ce soit disponible aussi, quoi. C'est ça qui est dur. Donc, du coup, en VO, tu préfères Interstellar en VO? Même si tu l'aimes pas trop ce film. Non, j'adore Interstellar. J'adore Interstellar, hein, c'est vrai. Hein. Murphy still grabs car. Mais c'est vrai qu'on a remarqué avec plein d'amis influenceurs ou même profs de cinéma ou réal ou scénaristes qui avaient un peu une anomalie ces dernières années. Donc j'en ai fait un fer de lance entre guillemets de mon contenu. Pour la blague, c'est même pas moi qui ai créé cette blague, c'est juste en fait à force de réagir à des top 10, surtout d'hommes de mon âge. C'est vrai que c'est pas moi qui ai fait la blague Interstellar hein, à la base. Hein. C'est juste les gens, à force de réagir sur TikTok et Instagram, que ce film revenait beaucoup moins depuis que j'ai mis un pressing à ce film, mais il revient quand même beaucoup. Un peu plus jeune, c'est le film. D'ailleurs, si vous allez sur Letterboxd, vous tapez Letterboxd Favorite Movies by Men et by Women, vous voyez qu'Interstellar il est top 1 chez les hommes et il est genre top 5 aussi chez les femmes. Qui revenait tout le temps, quoi. Bizarre. C'est bizarre que ce soit le film qui revient tout le temps. Et voilà, vous allez dans une classe de cinéma. Moi j'ai des anecdotes d'amis qui étaient profs, ils m'ont dit en fait quand je demande un film préféré aux hommes, la moitié c'est Interstellar. Après bon, on peut débattre sur pourquoi, parce que c'est à la fois un blockbuster généreux que moi j'aime hein, pour le coup. En salle c'est super regardé, même à la maison d'ailleurs. Nolan il est très fort pour les expériences sensorielles. Quand on creuse c'est un petit peu vide, mais c'est pas grave parce qu'en fait le cinéma ça se ressent aussi. Interstellar c'est un film qui se ressent. Ouais, Interstellar il est un petit peu vide, il est faussement philosophique, mais en fait Nolan c'est un mec qui fait des expériences sales, grandioses, qui sont pas profondes d'un point de vue purement intellectuel, philo et des choses comme ça, mais il fait du cinéma populaire, grand public. Et c'est très sensoriel, et moi j'aime beaucoup Oppenheimer, c'est ça aussi. Oppenheimer, peut-être si tu creuses, c'est peut-être moins brillant, même si moi j'adore Oppenheimer, hein, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais l'expérience que c'est Oppenheimer, waouh. Même Tenet c'est un film littéralement il te dit de pas réfléchir et juste de ressentir. Et Interstellar et le cinéma de Nolan c'est un film qui se ressemble beaucoup pour la vibe. Et c'est bien, c'est une bonne chose aussi. Le seul truc c'est que moi je pense que ça. En fait, depuis cette blague Interstellar et tout, qu'on m'a littéralement faite 2 fois aujourd'hui hein, dans la rue, hein, pour vous dire, c'est un truc que j'essaie d'évoquer un peu différemment, dans le sens où Nolan, maintenant j'essaie de l'évoquer du point de vue du sensoriel. Parce que Nolan, c'est un mec qui vibe. C'est un mec qui est vraiment purement dans le sensoriel, qui est pas du tout dans l'intellectualisme, qui est pas du tout dans la profondeur scénaristique, et c'est ok. Et je pense que vraiment vendre Nolan plus comme un mec qui fait du grand cinéma de blockbuster sensoriel, avec du grand spectacle, son côté un peu edgy à certains moments, juste purement satisfaisant, je pense que ça permet de mettre en avant Nolan pour son vrai talent de metteur en scène qui s'intéresse avant tout aux images, avant tout à non pas ce que vivent ses personnages, hein, mais avant tout à ce qu'ils ressentent via aussi le spectateur. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien Nolan et je l'ai toujours aimé en réalité, c'est que c'est un mec qui capte le cinéma comme un travail sur l'image aussi, mais par rapport aux sensations et à la satisfaction du spectateur. Et Interstellar, il fait très bien ce job, hein, pour le coup. Oui, si tu creuses beaucoup des Nolan, ils sont un peu vides. Et alors, fatalement, ça veut dire quoi, vide aussi? Mais c'est pas grave. Il est beaucoup apprécié par des jeunes hommes parce que c'est un truc générationnel, c'est un truc qui est arrivé quand eux ils avaient 12, 13, 14 ans, génération 2000 on va dire. Mais il y a un truc quand même assez sociétal, hein, sociologique, à déterminer sur pourquoi est-ce que Nolan, il arrive autant à fédérer chez tout le monde. Parce que oui, c'est populaire, mais c'est populaire plus un petit peu. Tu vois, Nolan, il est considéré comme un auteur, et c'est le cas, hein, c'est un auteur, mais un auteur qui est vraiment adoré par le grand public, comme un Tarantino. Donc il n'y en a pas beaucoup des comme ça qui sont à la fois des auteurs et qui font des blockbusters, parce que Tarantino ne fait pas des blockbusters pour le coup, mais c'est très auteur et très grand public et populaire, hein. Mais Nolan, il fait des films à 1 milliard, quoi. Nolan, il fait des Batman, il fait des trucs hyper mainstream, mais il y a quand même cette patte d'auteur que les gens aiment bien, et c'est un peu une étude sociologique à faire sur pourquoi est-ce qu'il arrive à capter autant les gens et autant l'admiration
Alors que je dis pas que c'est pas mérité, au contraire, je pense que c'est admiratif ce que fait Nolan. Mais juste, il y a un truc où il a réussi à créer quelque chose dans la tête des gens avec son arc Dark Knight, Inception, Interstellar. Genre ces 4 années-là, non pas 4, mais genre 6, 7, un truc comme ça. Il a créé un truc dans une génération et je pense que c'est lié à la nostalgie, la mélancolie, au rite initiatique de beaucoup de jeunes hommes, surtout. Comme moi j'ai grandi à l'époque d'Interstellar en réalité. Ma génération. Donc ils découvrent un peu le cinéma, comme moi j'ai découvert Histoire de Violence avec un film comme ça. Moi, Interstellar, j'ai 16 ans. C'est le pile l'âge, 16 ans je crois, 16, 17 ans. C'est pile l'âge pour découvrir ce genre de film. Et c'est trop bien si ça les motive à regarder des films. Mais je pense qu'il y a mieux forcément. Mais surtout, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mais il faut aller au-delà. Et je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à d'autres choses. Et quand on voit genre, les tops, parce que je charrie les gens par rapport à ça, je m'en fiche, mais quand on voit les tops des gens, Interstellar c'est le film le plus intéressant de leur liste. C'est un peu dommage parce que ce sont des gens qui se prétendent même cinéphiles ou qui sont fans et c'est ok, il n'y a pas de souci, juste ça serait bien de s'intéresser à plus de choses. Et ouais, c'est un peu une anomalie générationnelle parce que c'est le blockbuster un peu faussement intelligent, philosophique. Et je pense que les gens, il y a ce truc aussi peut-être un peu social de se dire j'ai pas envie de dire un truc un peu à la con, entre guillemets. J'ai pas envie que les gens me jugent sur mon film préféré. En fait, moi je juge, mais c'est pour rigoler, on s'en fiche. Et limite, je préfère des gens qui disent je préfère le Batman de Nolan, que moi je trouve un meilleur film que ça. Ouais, je sais que The Dark Knight, je pense que c'est un meilleur film qu'Interstellar pour le coup, pour plein de raisons, évidemment, même si j'adore Interstellar aussi. Et je trouve qu'il y a un truc un peu, ouais, de faux cul peut-être, de prétentieux, chez certaines personnes, pas trop cinéphiles, mais un petit peu quand même, qui veulent se donner peut-être un genre, j'en sais rien, c'est une hypothèse, pour le coup, je n'en sais rien. Donc ils disent Interstellar parce que ça fait moins gros con que Batman, mais The Dark Knight, enfin, c'est un film parfait, quoi. The Dark Knight, c'est genre le film de super-héros par excellence, c'est le film de super-héros quasi parfait, quoi. Donc il y a un moment, alors là où Interstellar en termes de SF, il y a des problèmes, face à 2001, Interstellar il fait pas grand chose, Nolan sera premier à le dire, mais là où The Dark Knight, franchement il tient très très fort par rapport à tous les films de super-héros, quoi. Il a relancé une mode dans le genre du super-héros, il a adapté un truc un peu réaliste, mais d'une manière vraiment brutale et sérieuse et bien faite et tout, franchement, top. Pas juste parce que potentiellement c'est pas un film bête. Pour moi, Dark Knight a plus de mérite qu'un Interstellar, mais c'est peut-être moins émouvant. C'est peut-être trop super-héros, du coup c'est plus jugé, mais alors Dark Knight c'est meilleur quoi. C'est ok d'aimer les films bêtes, premièrement, et deuxièmement, c'est juste celui-ci, il est tombé, celui-ci Shutter Island, générationnel, les deux c'est quoi 2000. Shutter Island aussi c'est bizarre. Shutter Island c'est vraiment un truc aussi que j'adore, Shutter Island, pareil, je trouve que c'est un très bon film, mais voilà, par rapport à Scorsese, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est l'un des moins intéressants de Scorsese quoi. La même année, je crois, 2014, je sais plus, c'est sorti Mais il est très sensoriel aussi. Shutter Island. En fait, je pense que Nolan aurait pu réaliser Shutter Island. C'est ça le truc. quasiment au même moment, et c'est deux films que je trouve déjà pas au niveau de leur réal, que ce soit Nolan ou Scorsese, enfin ils sont bien, mais ils sont pas au niveau, et qui ont marqué une génération d'hommes. Ça, il est jamais dans le top des femmes par exemple. Donc c'est particulier de s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que moi je suis un homme de cette génération aussi, et je trouve ça intéressant et fascinant que c'est marqué autant de générations. Maintenant j'en entends moins parler parce que depuis je clash les gens sur ça. Après bon, c'est un bon film, et moi s'il repasse en IMAX 70 mm un jour, j'y vais sans hésiter. Parce que Nolan, moi j'aime beaucoup aussi, c'est aussi des films, si on réfléchit beaucoup à ce qui se passe, peut-être on peut être déçu, peut-être on peut dire que c'est abusé, mais je veux dire, on ressent des choses par l'expérience sensorielle. Et le cinéma, il y a des films, pas forcément Interstellar ici, mais si je prends juste celui-ci, Les Feux Sauvages, la première partie de ce film là, c'est 1 heure, juste en mode limite documentaire sur la Chine de la transition des années 90 aux années 2000. Y a pas alors Les Feux Sauvages, ça fait partie des films que je voulais recommander aussi dans ma liste, que j'ai donné à combiner. entre guillemets. Enfin, on comprend ce qui se passe, mais c'est purement sensoriel et c'est magnifique aussi, c'est génial. Le cinéma ça se comprend, ça s'analyse, ça s'étudie, mais ça se ressent aussi. Et je pense que c'est sous-côté le fait de ressentir les films. Parfois on aime des films juste parce qu'on ressent des choses. À côté il y a Black Dog, 2 films sortis cette année. Ça pour le coup c'est beaucoup plus focus sur l'histoire. Très bien ça, dans le top de l'année dernière. Bon, même un peu idée de la Chine, l'évolution du pays sur 20 ans à peu près là, un peu moins, là c'est les JO, et là c'est littéralement la Chine des années 90 aux années Covid. Donc c'est deux choses deux films qui racontent des choses similaires, mais là c'est beaucoup plus focus sur l'intrigue entre un homme et un chien, et là c'est plus le côté quête d'une femme pour l'amour. J'ai du mal à voir pourquoi beaucoup de gens me critiquent. Alors, ma présence au vidéoclub, ça je peux comprendre la critique et tout, y a pas de souci. Mais j'ai quand même essayé de recommander des films un peu différents, de plein de pays différents. Alors oui, certains ont été coupés, des choses comme ça, ok, y a pas de souci. Il y avait aussi évidemment Do the Right Thing dans le vidéoclub, le Clouseau, le Melville. Il y a un passage sur Mulholland Drive et sur Lynch qui a été coupé aussi, je crois, malheureusement. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Je comprends que ça a été coupé et les gens sont un peu frustrés. Mais j'ai quand même fait un travail où j'ai beaucoup mis en avant des films un peu différents parce que mon travail, encore une fois, peut-être vous regardez ces vidéos sur YouTube, j'en sais rien, mais c'est de recommander des œuvres pour que les gens s'y intéressent, quoi. Mon travail, c'est pas d'être un critique pointu, hyper profond comme font de très bons journalistes, des choses comme ça. Mon travail, c'est d'essayer de motiver les gens à voir des films de plus en plus différents, d'élargir voilà, leurs envies de cinéma, et j'essaie de faire ça dans ce vidéoclub, quoi. Une communauté et le côté documentaire qui est 1 heure, enfin 1 heure c'est un documentaire presque, mais c'est génial. Il y a des films en fait, faut juste se mettre devant. Il y a ces deux là aussi que j'adore pour le coup qui sont sortis récemment. Ça c'est au cœur des volcans, je voulais conseiller un documentaire aussi, c'est Herzog, et ça il y a des séquences où on montre juste des volcans en éruption pendant des minutes et des minutes, et il se passe rien, mais on ressent tellement de choses et on comprend ce qu'il voulait dire par ça. Et Herzog est très fort par rapport à ça, d'ailleurs, souvent dans sa fiction aussi documentaire, et celui-ci c'est un bon exemple parce que il y a une séquence de volcan, mais enfin t'hallucines, tu dis mais est-ce que ça existe déjà, on dirait que c'est faux, et c'est magnifique, et ça c'est purement sensoriel. Bon, il y a une histoire évidemment du couple et tout ensemble, mais c'est sensoriel, et ça c'est encore plus peut-être sensoriel entre guillemets. En plus moi ça me touche parce que je suis vegan, du coup c'est littéralement à 1h50 sur les 2 heures, c'est dans l'arène quoi, et c'est fascinant à regarder. Il est vu de manière très péjorative cet homme, mais en même temps il est fascinant. C'est ça qui est dur. On voit des animaux se faire tuer de manière très violente pendant 2 heures, donc c'est difficile. Mais même en tant que vegan, c'est une œuvre d'art. Quand on s'intéresse au cinéma, on regarde un film pour l'histoire. On regarde un film pour l'histoire et pas pour la mise en scène. C'est normal parce qu'on débute. Mais ce qui est intéressant dans un film, c'est la mise en scène. C'est pour ça que pour moi. Alors ça c'est un peu traître, je trouve, parce que je crois que je parlais de comment les gens regardent le cinéma de manière générale et pas moi. C'est ça, je trouve un peu bizarre dans cet extrait, ou alors peut-être moi j'ai dit une bêtise, mais mon avis est évident que moi je vois le cinéma par la mise en scène et non pas par l'histoire. Donc je vais peut-être revenir un peu en arrière, voir si j'ai bien dit ça. Il est fascinant.
C'est ça qui est dur. On voit des animaux se faire tuer de manière très violente pendant 2 heures, donc c'est difficile. Mais même en tant que vegan, c'est une œuvre d'art. Quand on s'intéresse au cinéma, on regarde un film pour l'histoire. On regarde un film pour l'histoire et pas pour la mise en scène. C'est normal parce qu'on Ouais, je dis au fait, quand on s'intéresse au cinéma, genre quand on commence à s'intéresser au cinéma. débute. Mais ce qui est intéressant dans un film, c'est la mise en scène. C'est pour ça que pour moi, Voilà, quand on débute, ensuite je parle bien de mise en scène. Ouais. Potter 3, c'est le meilleur de la saga et de tous les films du Potterverse. Mais pas Harry Potter, il est dans le vidéoclub parce qu'ils ont dû voir des TikTok où je disais qu'Harry Potter c'était gaze et ils voulaient que je sois clash par rapport à Harry Potter, c'est tout. Et je dis pas ça de manière négative, hein, c'est juste un fait, je pense. Turn to page 394. Mais pour le coup, il avait raison sur cette histoire-là. Et moi j'adore parce que peut-être en termes de sérieux, c'est plus intéressant, mais en termes de mise en scène, il crée une ambiance, il arrive à faire jouer des acteurs pour créer une alchimie, il crée quelque chose à la fois sombre mais avec plein d'idées, il est horrifique, et en même temps il est beau, il est touchant, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent souvent ah bah tiens tel film il est juste beau ou l'histoire est un peu nulle. Je fais ok, mais genre l'idée c'est aussi la mise en scène quoi. Avatar, moi je suis un grand défenseur d'Avatar, mais il y a des gens qui disent constamment que c'est Pocahontas, c'est une histoire en boucle et tout. The Tree of Voices. Bon, ils vont jamais dire ça sur un Dune qui est Laurence d'Arabie par exemple, c'est la même histoire que Laurence d'Arabie, mais Ça c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, genre Avatar c'était Pocahontas si vous voulez, mais Dune c'est Laurence d'Arabie et je vous entends pas bitch. sur Arrakis. Ok, c'est une histoire qu'on a vue 1000 fois. Mais il y a un travail qui est fait sur, d'après moi, la mise en scène, sur l'immersion dans ce monde, sur tout ce travail-là par rapport à l'univers qu'il veut créer, au personnage et c'est la technologie, parce qu'on dit ah c'est beau mais c'est tout. En fait, la technologie sert à développer l'histoire de cette famille. C'est pour ça que je préfère le 2 d'ailleurs au premier, c'est que là on est passé d'un homme qui est un peu classique, qui tombe amoureux de cet univers. C'est intéressant parce que dans Pandora, c'est très beau. Là où Laurence d'Arabie, il y a rien, il y a le désert. C'est très beau le désert, hein, mais c'est qu'il y a un truc où ils tombent amoureux du désert, ils font la marque dans le film. Mais là ils tombent amoureux d'un beau monde, mais en même temps là c'est un mauvais père. Et tout le côté technologique, il est montré mis en avant pour littéralement voilà, développer cette famille, les relations, et c'est généreux en termes de blockbuster. En fait, personne fait mieux quoi. Moi j'ai pas compris la première fois que j'ai vu Mulholland Drive. Enfin, il n'est pas c'est pire, mais ça j'ai compris la première fois que j'ai vu. Mulholland Drive. C'est que Mulholland Drive, la première fois que tu le regardes, t'as un peu du mal. Et puis Inland Empire, waouh! Mulholland Drive. Je l'ai vu, j'ai regardé, je me suis dit ok, mais j'ai senti quelque chose. Et c'est ça qui est important. Parfois on voit des trucs et on va se dire ok, j'ai envie d'analyser, comprendre. Parfois c'est ok de pas comprendre. C'est pas le plus dur à comprendre en plus, mais c'est juste de se dire ok, j'étais pas forcément la personne la plus à fond dans les thématiques, dans les idées, mais j'ai ressenti un truc par le montage, par la musique au bon moment, par ce regard d'une actrice, par ce plan, par ce jumpscare par exemple, toutes ces choses là. Et parfois on a des choses juste parce qu'il me font ressortir quelque chose. Et ça, c'est un truc que j'ai vu 2 fois. Il a passé en salle il y a pas longtemps en plus après la mort de David Lynch. Et il y a encore des choses que je capte pas peut-être à 100% et j'ai même pas envie de m'y intéresser parce que j'ai toujours pas fait de vidéo dessus en détail, mais je sais pas si j'ai envie de décortiquer. Après, il y a des films aussi où Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est un truc. De toute façon, je vais faire une vidéo sur Lynch, sur ses films. Pas un truc méga approfondi, mais je vais reparler un peu de tous ces films bientôt parce que je dois me les revoir pour une émission Rage Bait un peu spéciale Lynch. Mais c'est un truc où je suis pas fan de l'idée de vouloir toujours tout comprendre d'un film, surtout un film comme Mulholland Drive, surtout comme des films de David Lynch ou parfois. Eraserhead, du moment que tu as compris que c'est un truc qui parle de paternité, de maternité, de plein de trucs un peu différents par rapport à ça, j'en parlerai bientôt, vous inquiétez pas. T'as pas besoin de suranalyser chaque scène. Parfois, il y a des scènes qui sont là pour l'ambiance, pour l'image, pour la vibe, qui ont sûrement une symbolique, hein. Mais je pense que parfois, faut pas aller trop se prendre la tête et juste ressentir les choses. Et David Lynch, il fait très bien ça, pour le coup. Parce que parfois, on va se taper des trucs un peu trop bizarres. On va essayer de se dire, mais ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? Alors qu'en réalité, on ne devrait pas toujours... Alors, attention, je dis pas de pas analyser, de pas réfléchir, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que parfois, on devrait se concentrer sur l'aspect peut-être juste sensoriel de certaines choses. Et c'est peut-être très bien comme ça. quand on parle d'incompréhension, il y a des films qui sont pas repris, mais qui se font approprier par une compréhension qui est totalement Ça, c'est un débat que j'aime bien parce que je m'y attendais pas. C'était pas forcément préparé et je trouve qu'il est intéressant. inverse à ce que l'auteur ou l'autrice a voulu faire ressentir. Des films comme American Psycho, Fight Club, voilà, des films qui sont repris comme ça. Ouais, c'est tout le problème, c'est-à-dire que je crois que c'est Lily Wachowski qui en parlait récemment. Elle a fait une interview en parlant de Matrix, le Red Pill, Blue Pill. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. Ça a été approprié par la communauté mascu extrême droite. Quand t'es Red Pill, t'es éveillé, tu vois le monde. Sauf que Matrix, c'est 2 femmes trans qui l'ont réalisé. Ça parle pas du tout de ça, d'être mascu. American Psycho. Alors je crois que c'est un homme gay qui a écrit le livre, une femme qui l'a réalisé. C'était pour se moquer de ces finance bros des années 80. Et puis le mec, c'est un tueur en série dans le film. I killed Paul Allen with an axe in the face. His body is dissolving in a bathtub in Ouais, ça c'est le côté où l'extrême droite comprend pas ce qu'elle regarde. Quand j'en parle souvent sur mes réseaux de ça. Hell's Kitchen. En fait, oui, ça arrête au début American History X. Moi, j'ai fait une critique à l'époque et je disais dans la critique, il y a un moment un speech de Norton qui est le speech utilisé par tous les politiciens aujourd'hui, les immigrés qui veulent leur travail, des choses comme ça. Et il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Le mec a pas du tout bon avis et le but de l'histoire c'est qu'à la fin, il change d'avis quoi. Et c'est intéressant parce que justement, moi j'ai toujours accueillir les gens qui changent d'avis, dont des nazis comme lui quoi. Il a purgé sa peine, des choses comme ça. Mais les gens ils s'arrêtent, ils s'approprient des idées. Et je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à l'appropriation d'idées politiques, c'est-à-dire que les gens n'acceptent que l'idéologie politique qu'ils veulent soumettre au film de manière générale. American Psycho, ils vont aimer le côté, le mec est propre, il est beau, ils n'arrivent pas à déconstruire l'image. Fight Club c'est ça. Brad Pitt c'est toute la critique. C'est l'imaginaire d'un homme qui veut être meilleur, mais du coup il s'est créé une persona qui fait que maintenant il est beau, maintenant il est charismatique, maintenant il arrête d'acheter du Ikea, des choses comme ça quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais justement c'est pas bien, c'est qu'il devrait pas passer par ça pour être une meilleure personne quoi. Et c'est ça que les œuvres critiques. Et justement Wachowski disait, je crois que c'est dit encore une fois, et elle disait que c'est triste et c'est un symbole aussi de la montée du fascisme dans le monde que des gens qui sont pas du tout du même bord politique que leur, en plus, enfin, Wachowski elle peut littéralement dire à haute voix mon film parle de ça, les gens vont pas l'écouter parce qu'en fait ils ont une aversion à l'art et l'art c'est un ennemi culturel pour ces gens-là. Parce que pour eux l'art va pas dans leur sens, du coup ils se rapproprient des codes de l'art, ils se rapproprient des icônes, des images pour eux, alors qu'en fait ils vont pas dans leur sens et c'est un danger aussi. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler aux gens certaines choses par rapport au film qu'ils regardent. Et la compréhension elle est importante, mais normalement qu'on finit American Psycho, désolé on n'est pas du côté du protagoniste, c'est un tueur en série complètement fou quoi. On n'est pas censé être en phase avec ça. Fight Club ça finit pas bien entre guillemets. Il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a plein de films comme ça qui se rapproprient. Matrix c'est complètement l'inverse et il faut faire un peu attention à ça aussi quoi. Il faut lutter contre ça. Il y a des gens qui préfèrent ignorer. Mais moi je pense que c'est important de lutter, de rappeler. Loup Wall Street c'est un bon exemple aussi. Et Wall Street c'est un peu compliqué parce qu'il est montré comme quelqu'un qui fait des choses illégales, mais c'est compliqué de les comprendre. Du coup ça fait vraiment la vie d'homme riche qui kiffe, qui adore drogue, femmes et tout.
qui vend du rêve. En plus, la vraie personne de Hammer Ford, il fait des conférences, des trucs, du coup, il revend l'idée. Mais c'est un peu ce débat sur le cinéma. Ok, tu montres une chose qui est pas bien, mais quand même, dans Edward Norton, dans American History, c'est hyper charismatique, en fait. Donc on a envie de ressembler un petit peu. Pas pour côté nazi, mais il dégage un truc. Ça, c'est un débat éternel, hein. C'est le côté, ok, Edward Norton en nazi, il est méga stylé. Jordan Belfort, DiCaprio dans Wall Street, il est méga stylé. Il donne envie un petit peu. Il donne envie d'être ces gens-là. Pas forcément pour le nazisme, hein, mais il est musclé, il est beau gosse, il a une femme. Plein de trucs comme ça. Il sniffe de la coke sur les seins de Margot Robbie. Tu vois, tout ce truc-là. Pourtant, ça, c'est l'image, mais le propos du film, c'est que c'est pas bien. Mais comment tu luttes contre ça? Vous savez, tout le propos sur les films de guerre. Est-ce qu'on peut montrer la guerre? Est-ce qu'on peut montrer les films de guerre sans être fasciste, sans être en train de mettre en avant la guerre? Parce que bah, la vérité est que la guerre, c'est stylé. Enfin, d'un point de vue de l'image, de la mise en scène, la guerre, ça peut être très très stylé. Donc on fait comment? Et c'est tout le débat qu'il y a sur les films de guerre. À chaque fois, en fait, est-ce qu'on peut montrer un film de guerre? Est-ce que ça serait pas le mettre en avant la guerre juste en fait de la montrer comme stylé, comme En fait, j'ai pas vu la vidéo, donc tu sais, je me réponds à moi-même. Donc c'est un débat éternel évidemment. Moi je pense qu'on peut montrer des choses dramatiques et dures, mais il faut essayer de les comprendre. Enfin, je sais pas, quand j'ai regardé Palestina ou Requiem pour un massacre, je me dis pas la guerre c'est trop bien quoi. Mais c'est aussi très stylé. C'est ça le truc. Et ça le problème quoi. C'est qu'on ressent cette sensation de dire c'est vrai que c'est incroyable, et en même temps, c'est le pouvoir des images, c'est pas bien. Le pouvoir du cinéma c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de films sur la Palestine en ce moment, c'est pour ça qu'on voit plein de films politiques, parce qu'ils veulent dégager ces images importantes pour montrer ce qui se passe, et en même temps créer une force par rapport à ça. Je sais pas si le cinéma peut changer le monde, mais il peut changer certaines mentalités, ça c'est déjà pas mal quoi. Et donc le ressenti et la compréhension sont quand même étroitement liés. Et les films que moi j'aime bien, qui idéologiquement sont pas du tout dans mes valeurs. Donc ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut élargir le débat au est-ce qu'on peut aimer des films de réalisateurs inconnus. On parle, moi je pense que si on parle de Polanski, moi je pense qu'il faut pas soutenir ces films, mais il y a quand même une filmographie incroyable. Mais en fait, là, il manque que quelques extraits. Donc en fait, le truc c'est qu'ils ont tronqué certaines choses pour être plus solides et mieux rythmés. Ça, je suis d'accord parce que je blablate beaucoup et ça, je comprends. Ils ont enlevé quelques-unes de mes recommandations aussi. Là, il manque une sorte de transition sur le débat Polanski et tout par moi, je peux exemple. pas apprécier les œuvres de quelqu'un sans séparer l'homme et l'artiste. L'artiste est l'homme horrible, mais les films, Pourquoi est-ce que j'ai Mulholland Drive dans les mains? C'est parce qu'on reparlait de Mulholland Drive pour le coup. heureusement entre guillemets, ils prennent une autre vie quoi. Ils vont au-delà Mais ça a été coupé, je crois. De mémoire, hein. J'espère pas dire de la merde. Hein. de la personne qui l'a créé, et on peut, moi je pense que c'est ok moralement d'adorer Chinatown, le locataire et ou Rosemary Babies sans mettre en avant Polanski parce que Ouais, ça c'est le débat aussi dans le sens où bah oui, Polanski littéralement il a été condamné pour viol. On fait comment? Je veux dire, il a quand même fait parmi les films les plus influents de l'histoire du cinéma. Oui, c'est particulier de le saucer tout le temps, constamment, mais la vérité est là aussi, c'est que ces films ils sont tellement impactants pour le monde du cinéma, ils sont tellement influents pour que ce soit l'horreur, que ce soit les thrillers, tout en fait. Le mec est l'un des cinéastes les plus influents de l'histoire du cinéma. On peut pas faire l'aveugle, mais en même temps, bah faut le rappeler tout le temps, constamment, que ça reste, d'après la loi, un violeur. ce qui est créé via plein de choses différentes, les outils de mettre en scène sont belles, et on doit comprendre certaines choses, que le réalisateur est problématique, que idéologiquement un film peut être problématique, et on peut apprécier le côté purement artistique de la chose. Je pense qu'il faut aussi faire un travail où il faut comprendre que les gens se réapproprient les œuvres de manière générale, au-delà du réalisateur, au-delà de tout en fait. Et ça dépend comment on en avance, si c'est dans la sphère du privé, ok, pourquoi pas, si ça peut influencer notre vie pour faire des choix de vote ou des trucs horribles, ok, si maintenant on en parle constamment, si on fait 20 vidéos sur Polanski, bon, c'est particulier quoi. Il y a ce truc aussi, il faut faire attention à la manière dont on parle, mais il faut pas bannir constamment les gens qui aiment des choses entre guillemets problématiques quoi. Parce que parfois la proposition artistique elle va au-delà de peut-être le contexte du film. Mais il faut les comprendre aussi ce contexte-là. Il y avait un film qui est sorti, qui a gagné l'Oscar l'année dernière, Noah Dorland, le film documentaire sur ce qui se passe avec les colons israéliens en Palestine. Ça fait longtemps. Alors ça c'est marrant parce que j'avais choisi No Other Land dans mes 12 films et il n'était pas présent, en tout cas je l'ai pas vu, sur les étagères du vidéoclub. Et je savais pas comment le caser parce que je voulais choisir un film sur la Palestine au moins. C'est pour ça que j'ai fait un travail où je me suis dit j'ai envie de recommander des films différents. Et là je savais pas où le caser donc je me suis dit bah peut-être vous n'êtes pas d'accord avec No Other Land. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec No Other Land, le propos du film, vous êtes vraiment un putain de sioniste à la con, mais vraiment extrême. Et je sais pas comment le caser, donc la transition fait bizarre, mais c'est ma faute. Mais je voulais le caser, mais il était pas du tout sur les étagères, je l'ai pas vu. Et je voulais vraiment caser au moins un film, et de préférence récent, post 7 octobre sur la Palestine, pour moi c'était important. Et du coup là, la transition de comment je le recommande, très bizarre. Je veux dire, c'est des choses qui sont difficiles à regarder, des gens vont pas être d'accord avec ça. Pourtant, la proposition artistique en tant que documentaire, elle est hyper intéressante sur ce que le film raconte et la direction dans laquelle ça va. Donc faut apprécier les choses et les accepter. Et du coup, je suis pas allé à fond dans le truc Palestine parce que je savais pas si ça allait être coupé, pas coupé, si j'avais le droit, si j'avais pas le droit. Parce que vu qu'il était pas sur les étagères, je me suis dit, bah peut-être c'est fait exprès, peut-être c'est volontaire, j'en sais rien. Plein de raisons différentes. Moi j'adore. Donc j'ai pas parlé du contenu de l'œuvre, je me suis arrêté sur l'aspect, oui, on va dire, artistique du documentaire et de la mise en scène un petit peu. American History X, hein. Pour le coup, j'aime bien American Psycho aussi, c'est sympa comme film. Pourtant, moi je suis d'accord avec l'idée du film parce que je m'arrête pas aussi au début quoi. Je pense qu'il y a un truc entre la compréhension idéologique politique et en même temps la compréhension sensorielle esthétique de l'œuvre. Je pense que c'est différent. Et c'est dur hein, de faire la différence, mais c'est on apprend quoi. On essaie d'apprécier les films aussi comme ça quoi. Mais sans être dans le déni quoi. Non, clairement les films d'horreur, ça c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps, je le dis souvent, The Thing de Carpenter, un des maîtres de l'horreur. Ça, c'est un film qui est dur à conseiller. Aujourd'hui, on parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais ça, il est dur à conseiller parce que moi, je l'ai conseillé récemment. Je vois plein de gens dire c'est long, c'est lent aussi, il se passe pas grand chose et tout. Alors que moi, lorsque je l'ai vu, je sais pas, c'est combien de temps, 2 heures, je crois, en termes de tension, moi, j'en pouvais plus quoi. Et c'est une horreur. Ça vous fait pas bizarre de me voir de profil aussi? Une vraie question que je vous pose, mes abonnés. Ça vous fait pas un peu bizarre? Plus atmosphérique que j'aime beaucoup. Il y a ce terme qui revient souvent de elevated horror que moi je trouve complètement bullshit, qui est ridicule, je trouve qu'il crée un vrai mépris par rapport à l'horreur parce que est-ce que ça c'est l'elevated horror? Ouais, elevated horror, c'est un terme de merde. Terme méprisant socialement.
c'est un mec qui fait une tronçonneuse dans une baraque où il y a des os, du sang partout. Pourtant, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Enfin, en termes d'horreur, en tout cas, c'est un des meilleurs parce que ce qu'il crée avec genre 0 budget, 10 000 $ à l'époque. Est-ce qu'il y en a un qui est plus élevé que l'autre? Bah, c'est le côté un peu A24 qui ont détruit le marché de l'horreur entre guillemets ce terme. Ah mais regardez, vous avez des films d'élévateurs d'horreur, c'est des vrais films parce qu'ils sont atmosphériques, parce que il y a un truc un peu long par rapport à ça. C'est des slow burns, ils appellent ça maintenant avec des films comme Hérédité. Pourtant j'adore Hérédité, mais ils font un marketing qui crée du mépris par rapport aux films d'horreur qui sont peut-être un peu plus gore ou peut-être un peu plus tape à l'œil. Je veux dire, L'Exorciste c'est aussi un des meilleurs all time, c'est sûr, mais il y a des moments qui sont juste dégueulasses quoi. Mais c'est le but. Là, pareil, la partie horreur était pas du tout présente dans mes recommandations. J'avais pas du tout l'ambition d'en parler. Et au final, on a plus parlé d'horreur, j'ai l'impression, que des films que je voulais conseiller. Mais après, bon, c'est le jeu, encore une fois. Hein. Il y a des moments qui sont juste crades, c'est du body horror, c'est un peu normal. Mais est-ce que c'est moins bien qu'un truc où c'est en slow burn, comme je sais pas, Lamb en Islande de 24 aussi, je crois? Non, en fait, c'est juste différent. Et j'adore les films d'horreur, ça dépend. Moi, je suis moins fan des films à Insidious pour le coup, parce que c'est plus basé sur les jumpscares, et moi, les jumpscares, ça me fait rien du tout pour le coup. Ouais, Insidious, c'est pas ouf. Hein. Bah, là ça me fait des trucs parce qu'il y a un build-up, il y a une tension qui fait que ça devient un jumpscare, ça te surprend, c'est efficace. Mais des films comme les Conjuring et tout, surtout depuis que James Wan fait le Conjuring, en fait c'est des montagnes russes de bruit, de son, de jumpscare. Et en salle c'est super drôle à voir parce que du coup les gens sont à fond. Par contre c'est insupportable. En termes de film je trouve que c'est irregardable. Mais c'est ça aussi l'intérêt quoi, c'est que genre de Descent ça joue beaucoup de jumpscare et c'est pas un grand film. Et j'aime beaucoup l'ambiance et le truc un peu spéléologie, c'est particulier. Il y a des trucs comme ça qui sont cool quoi. Toi, dans ton rapport aux réseaux sociaux avec ce que tu fais, Là, pareil, il y avait toute une section où on m'a posé la question, choisis des films de l'étagère et parle-en. Et j'en ai parlé pendant un bon moment. Donc j'ai parlé de Mickey 17, je crois, de Finishing Scheme. J'ai parlé aussi de Deux Sœurs que vous voyez juste là. J'ai parlé de pas mal de films d'Eddington et ça a été complètement coupé. Donc en fait, tous les trucs où je recommandais des films, ça a été un petit peu coupé ici, dans cette section-là. les films dont tu parles, les réactions que tu fais aussi des goûts des gens sur le cinéma, est-ce que parfois tu te poses des questions quand même sur ce que tu fais, sur ton rapport aux réseaux sociaux, sur comment tu gères ça, comment tu réponds aux gens, enfin... Ouais, bah en fait de plus en plus parce que moi ça fait hyper longtemps que je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de films. Donc là, il y a sur YouTube, c'est des gens qui s'intéressent un peu au cinéma, qui vont s'intéresser à l'actualité, des choses comme ça. Dans le monde des Instagram Reels, des TikTok est complètement différent. Il est nouveau parce que c'est des gens qui tombent sur ton contenu sans s'intéresser au cinéma. Et ça qui est la force de la chose, c'est que tu peux intéresser des gens au cinéma sans que s'intéressent de base. Et ça, pareil, je reçois des messages tous les jours de ça. Mais en même temps, bah, les gens comprennent pas forcément le personnage, surtout sur les réseaux courts où je suis plus en mode comédie pour attirer les gens vers les films. Et en même temps, le truc où parfois des réactions, les gens ils aiment pas. Et en même temps. Ça maintenant, je fais attention à qui je réagis, comment. Mais il y a des gens qui veulent juger aussi, quoi. Donc ça qui est rigolo. Donc faut faire un truc un peu progressif où on apprend, on évolue. Et vu que c'est des technologies qui apparaissent TikTok pour parler de cinéma, c'est tout nouveau, quoi. Ça a 5 ans. Et la majorité de mon travail, c'est pour faire les critiques YouTube et les vidéos d'actualité YouTube et des choses comme ça. Les TikTok, j'expédie assez vite. Pourtant, c'est ce qui a le plus gros impact en termes de chiffres. Donc c'est particulier, quoi. Mais le but, moi je dis toujours, peu importe, c'est de regarder des films, quoi. C'est qui tu regarder maintenant? Laurence Darby. Voilà, bref. Oui, bah, pour faire un petit résumé, je suis assez content du Vidéo Club, même si j'aurais aimé passer moins de temps à parler VF, VO, je comprends que c'est des sujets à clash, je comprends, c'est mon délire, c'est moi qui ai créé ça, c'est ma faute. Je comprends à 100%, je suis connu pour ça aussi, je capte à 100%. J'aurais aimé parler plus film et j'aurais aimé le faire différemment, mais c'est vrai que quand on regarde le Vidéo Club avec des acteurs, des choses comme ça, on a l'impression de savoir comment le faire, et puis quand on est dedans, on improvise et on voit ce qui marche. J'aurais aimé plus parler voilà, du Real Ciné Club. J'avais la section sur les films de la Nouvelle Vague et les Diables, le Clouseau aussi un peu avant. J'aurais aimé... Je crois que j'ai parlé un peu plus de Mulholland Drive et de Lynch un petit peu. Il y a plein de débats intéressants. J'ai aimé le débat sur l'idéologie et la politique. Je pense que c'est une très bonne question. Le côté sur l'horreur. Donc en fait, ils ont très bien fait leur travail chez Combini à mettre en avant des choses qui collaient à mon identité sur les réseaux. Mais à titre personnel, j'aurais aimé plus parler de films plutôt que de parler de sujets, je pense. Après, à voir ce que les gens en pensent. Bon, les commentaires, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Bon, c'est un peu bizarre, hein. Je suis un peu divisé par rapport aux réactions et aussi par rapport à ma performance, entre guillemets. Donc, à la fois, je suis content de l'avoir fait. Je pense que si c'était à refaire, je le ferais mieux, évidemment, comme tout. Mais c'est vrai que peut-être c'était un exercice plus intéressant à faire du point de vue d'un acteur, d'un réalisateur, où le mec ou la personne ou la meuf, peu importe, vient et parle de ces films. Là où moi j'ai un rôle un petit peu différent, où je voulais recommander des films aussi différents. Je voulais caser un film palestinien par exemple, je voulais caser plein de choses. Et du coup c'est un peu le duel entre Combini et moi qui fait que je trouve que c'est une bonne vidéo. Je trouve que c'est un bon vidéo club, fatalement. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que c'est intéressant pour les gens qui me connaissent et qui connaissent mon avis? Je ne sais pas. Mais pour les gens qui me découvrent, qui me connaissent pas du tout, je trouve que c'est intéressant et je pense que je me débrouille plutôt pas mal. Est-ce que j'ai recommandé des films sympathiques? Je pense aussi. J'aurais aimé en recommander plus. Je vois la Strada ici, je crois qu'on en a parlé un petit peu de mémoire. Je vois Inland Empire ici. Bref, je crois que j'avais un peu bougé à droite à gauche de mémoire, mais je sais plus ce qui était resté ou pas. Donc oui, je suis content. Je remercie encore une fois Combini. C'était vraiment très cool. Il y avait une partie sur des questions sur les séries, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi une partie sur moi, sur comment je regarde des films et tout. Bon, c'est pas resté au montage, c'est pas grave, mais je pense que pour les gens qui me connaissent pas, c'est une vidéo qui est cool, qui est sympa. Est-ce que ça m'a rapporté plus d'abonnés, plus de choses comme ça? Non, totalement. Pour les gens qui me connaissent, je pense que c'est très répétitif pour eux. Pour les gens qui sont habitués au vidéoclub, ils vont être déçus parce qu'ils sont peut-être attachés aux acteurs, aux réalisateurs et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même du contenu cinéma un petit peu dedans qui était intéressant et des débats intéressants dans cette vidéo.
Et en même temps, les gens qui me détestent, bah c'est pas ça qui va faire que je vais devenir sympa à leurs yeux, quoi. Donc ça, c'est trop tard, de toute façon. C'est compliqué, c'est impossible. Donc ouais, un grand merci à Combini de l'avoir fait. Je suis très content de l'expérience. Franchement, moi, je suis très content de faire ce genre de choses. C'est très cool. Bon, c'est un peu un rêve aussi, entre guillemets, grosses guillemets, de faire ce genre de truc parce que je crois qu'il n'y a aucun influenceur qui l'a fait avant, quoi. Donc c'est quand même un truc dans le marbre me concernant qui est très cool. Et j'ai pu parler de films, quoi. J'ai pu parler de films, j'ai pu avoir des débats intéressants, même s'il y a des petites frustrations à droite à gauche, parce que j'aurais aimé plus en parler et avoir la version d'1h20, d'1h15. C'est cool, quoi. C'est cool, c'est très sympa, et je suis très content d'avoir fait ce genre d'exercice. Un grand merci à eux, et un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et le vidéo club. J'aimerais bien avoir votre avis quand même dessus, parce que je sais pas ce que les gens en pensent. Alors là, je lis les commentaires, mais putain, il y a 1200 commentaires, donc c'est compliqué. J'ai envie d'avoir votre avis, ce que vous avez pensé du vidéo club. Est-ce que vous avez trouvé voilà, le sujet intéressant? Est-ce que je me suis bien débrouillé? J'ai envie d'avoir ça parce que j'essaie de faire le plus de choses possible. Voilà, j'essaie de faire plein d'émissions différentes qui parlent de cinéma, qui parlent de YouTube et tout. J'essaie d'être un peu partout. Je pense que c'est important et c'est mon travail de propager l'amour du cinéma partout le plus possible pour que les gens s'y intéressent. C'est mon but. C'est mon travail et je prends vraiment de manière très sérieuse pour le coup, et j'ai pas envie de vous décevoir par rapport à ça, donc j'ai envie d'avoir votre avis clairement dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette réaction, sur le club. J'ai envie d'avoir tout ça, dites-moi. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sous format podcast, mais vous avez aussi du contenu exclusif sur Instagram, TikTok et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.